Merci, bonjour, bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Equinox. Le Zénith commence avec le Cameroun. Comme il va, on essaie de rattraper le gap qui n'a pas pu être comblé au bout d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça va assez vite en mode accélération en matière de projets qui sont présentés à la face du Cameroun pour aller booster le développement de cette nation qui est retardée depuis plusieurs années. La preuve, depuis cette semaine, beaucoup de choses se déroulent sous le ciel de Yaoundé. Hier, le chef de l'État a donc reçu tour à tour des gens venus de EDF. Le directeur général à personne de EDF, Jean-Bernard Lévy, accompagné de bien de beau monde. On parle du barrage de Nachtigal sur la Sanaga qui doit finalement commencer, dont les travaux doivent finalement être lancés. Dans la foulée, un responsable chinois de la marque Huawei, et dans la foulée toujours, il y a eu le ministre du Ciel et de la Terre qui a encore signé une autre convention, cette fois avec les gens de l'Union européenne. On parle du 11e FED, le Fonds européen pour le développement. C'est à se demander qu'est-ce qu'on faisait tout ce temps pour ne pas implémenter toutes ces choses-là. Dans le domaine de l'eau également, il y a beaucoup de retard avec la CDE finalement qui a été rétrocédée aux Camerounais. Dans le même temps, on rappelle bien que Basil Atanakuna était à la tête de Camwater au moment où tout cela ne s'est passé guère mieux et qu'il a été par la suite bombardé ministre de l'économie et de l'eau. Voilà le Cameroun tel qu'il se porte. Bienvenue, bonjour à vous. Charles-Amel Bachou. Bonjour Sam Severango, bonjour au pape Francis et au pape François. Bonjour à ces deux personnalités, même si ce n'est qu'une personne. On se demande à quoi ressemblent les chrétiens camerounais pour ne pas recevoir du pape un seul mot, un simple mot, un tout petit mot pour calmer et panser les douleurs. Dans tous les cas, félicitations à Monseigneur Comé. Allez aussi à Bafia. Voilà, Abraham Comé nommé donc administrateur provisoire selon les usages au terme de 6 jours. Voilà, mais on regrettera cette absence de condoléances effectivement de la part du Saint-Siège, le Vatican qui commande donc et guide l'ensemble des églises catholiques du monde. Mais Guy, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous levez bien ce matin. Je dirais encore, comme nos frères ivoiriens, Riako au Camerounais qui se pose beaucoup de questions actuellement par rapport à la mort de l'évêque Jean-Marie Benoît Mbala, des questions qui restent vaines à la suite de ce qu'on apprend ça et là, vraiment Yako. Voilà, et ce qu'on apprend ça et là, pour vous paraphraser, donne du frisson sur les premiers éléments des résultats d'enquête menée et de l'autopsie qui est pratiquée sur le corps de Monseigneur. Et ces révélations-là, sur lesquelles on ne reviendra pas en l'absence de toute publication officielle, mais ça donne véritablement de l'effroi et de l'émoi. On ne sait pas dans quel pays on est aujourd'hui. Bombok Mengan, bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le corps de la magistrature camerounaise. D'un côté au palais de l'unité, de l'autre côté au tribunal militaire de Yaoundé. Apparemment, aujourd'hui, on reste tout cuit auprès de ces deux institutions-là. La problématique de l'indépendance du système judiciaire est évoquée ce jour à la faveur de la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature. On en reparlera. On rappelle que le tout dernier s'était tenu en décembre 2014. Le chef de l'État est donc dans le même temps président de l'exécutif et président du Conseil supérieur de la magistrature qui va donc donner ses délibérations ce jour. On commence dans le programme avec l'histoire de tendance que voici. Bonjour. Bonjour Sam Severango, je vais encore dire bonjour aux belles sœurs Serpent. Hey, bon les belles sœurs Serpent, oh. Pardon. Chassez toutes vos belles sœurs qui viennent à la maison. Même si vous êtes amis sur Facebook, il faut les bloquer. Les belles sœurs qui sont seulement là pour détruire les gens. Une belle sœur Serpent qui est en train de faire ça dû à ma copine. Et ma copine a chuté. Hier, elle m'a parlé de ça. Dès que tu es l'émission, je viens chez toi parce qu'elle veut faire fort. Tu ne peux pas venir traumatiser une femme au foyer comme ça là. Mais dis demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Oh, comme, est-ce qu'on doit même prendre d'abord sa belle-soeur comme son amie? Est-ce qu'on doit se confier à une belle-soeur? Point d'interrogation. Ma copine avait pris sa belle-soeur comme sa meilleure copine. Donc comme sa conseillère, son amie, tout. Parce que tout ce qu'elle faisait, elle disait à sa belle-soeur. Mais elle s'est rendue compte que sa belle-soeur l'a trahi. L'a trahi où? Chez qui? À quel niveau même? Dans un salon de coiffure. C'est hier qu'elle a appris. Donc il est comme ça, la belle-sœur passe le temps à aller au salon de coiffure de la petite de son frère. Donc les belles-sœurs qui sont complices
avec les petites de leur grand frère. En même temps, elles sont complices avec les petites, avec les femmes de la maison, avec les femmes au foyer. Donc la vérité a triomphé, Yamegui. Elle dit qu'elle passait, c'est une femme qui l'appelle que maman, pardon. Tu as encore eu quel problème avec ta belle-sœur? Elle dit non, je n'ai pas moi de problème avec ma belle-sœur. Souvent la femme lui dit que maman, ta belle-sœur est venue se coiffer l'autre jour dans un salon de coiffure. Elle a dit comment c'est elle qui te commande, comment quand ton mari rentre tard tu pleures, comment quand ton mari fait ceci tu fais ci. Mais c'était chaud. Et c'est toujours la même belle-sœur qui dit ouais ma belle-sœur chérie, je veux le héros, elle prépare. Ouais, je veux le condré, elle prépare. Et en préparant comme ça, qu'elle vient manger, elle dit ouais, ton grand frère m'a tapé hier. Ton grand frère rationne, puis la belle-sœur a pris pour aller dire à la petite qui a un salon de coiffure. Tu disais qu'on te coiffe, non? Je vais voir si on va encore te coiffer dans le salon là parce qu'elle veut gâter tout. Mais dis donc, les belles-sœurs, c'est pareil. Tu as posé la question, est-ce qu'il faut entretenir des relations étroites avec sa belle-sœur, voilà. Vice-versa? La question, je vous la pose d'abord à vous, Megui. Ben, ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de soi, selon la maturité, mais je dirais que c'est un risque quand même. C'est un risque parce que c'est comme à l'image des mariages, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Donc la belle-sœur chez qui on se confie, la sœur de son époux, on va lui dire des choses en toute bonne foi, mais on ne sait pas comment elles seront interprétées par cette dernière. On ne sait pas comment elle va réagir, comment elle lira peut-être les répéter ailleurs. On ne sait pas comment elle va l'utiliser. Donc, c'est mieux de restreindre vraiment ces relations avec la belle famille. Maintenant, tout dépend, hein, parce que vous l'avez bien dit, parce que si vous êtes marié à un monsieur qui a une petite sœur avec laquelle elle est très très laissée, sont simplement deux. Ça veut dire qu'il est très attaché à sa petite sœur qui, du coup, vous apprécie, vous, en tant que femme de son frère. Je pense que vous n'avez rien à craindre, pratiquement, d'une belle sœur comme celle-là. Sauf qu'il faut être réaliste, Sam. Il faut être réaliste. Son frère restera son frère. S'il y a un choix à faire, elle choisira son frère. Ça, c'est clair. Il faut se le dire. Dans le cas de conflit, vraiment, il faut que cette dernière soit munie d'une très grande maturité et d'une honnêteté infaillible pour pouvoir être impartiale quand il y a un problème. Mais ça, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare parce que quand il y a des problèmes, c'est là où vous découvrez généralement les vrais visages de chacun. Celle qui se passait pour être votre amie, après, recouvre un autre visage que vous ne reconnaissez pas. Donc, Voilà. pas de complicité entre les deux femmes. Il est prudent de maintenir les rapports à un certain niveau. Vraiment, oui. Ok, ça c'est une femme qui parle. Cher Lamel, quelle est votre opinion sur ce coup-là? Somme Sévérin, qui détient le secret a le pouvoir. Qui a le pouvoir gouverne, ça on le sait. Mais il faut dire que l'État aujourd'hui, les grands États se sont inspirés des traditions africaines. Vous savez, les traditions africaines étaient encadrées ou sont continuellement encadrées par un ensemble, on va dire, de personnes qui, à leur niveau, jouent des rôles. Nous avons dans les familles le président du tribunal. Le président du tribunal, si vous voulez, le chef de la magistrature, incarné par les chefs de famille, ceux qui tiennent le conseil familial. Ce sont eux qui sont à la tête. Vous avez le procureur. Les procureurs dans les familles, c'est les beaux-parents des personnes incriminées, généralement. C'est les beaux-pères qui viennent jouer dans le cadre du couple. Vous avez les avocats. Les avocats joués par les frères et sœurs de différents conjoints. Les avocats, les premières personnes à défendre sont les sœurs. Vous avez les gens, les policiers qui sont les beaux-frères. Quand un homme soupçonne que sa femme pose des actes, il colle son petit frère. C'est le petit frère qui vient prendre, nous allons prendre une, sortons, il commence à épier. Et enfin, vous avez les gendarmes, vous avez ce que j'appelle les surveillantes générales qui sont les belles-sœurs. Celles-là qui, pour tout ce que la femme peut faire, elle trouve négatif. Quel que soit ce que la femme va faire, elle va dire, ici là, la femme vraiment, ta femme a encore merdé, ta femme a encore fait ci. Si elle a une certaine peur entre elle et le mari, c'est d'abord chez la copine, chez la deuxième qu'elle va aller se plaindre, ça va être chez la maman, les mamans qui généralement occupent la position de conseillère, c'est les mamans qu'on va se plaindre, c'est la maman qui va appeler en disant fais attention. J'ai appris ceci, j'ai appris cela. Elle n'a généralement pas appris du frère, mais elle a appris de sa fille, dont la belle-sœur. Donc les belles-sœurs, quelque part, jouent ce rôle. Vous allez vous rendre compte que sur 100 couples, au moins 60% de personnes ne s'entendent pas avec les belles-sœurs. Dans de rares cas, 20, ça commence, ça se gâte, et d'autres, vraiment, c'est l'inégalité. Bon, vous partagez cette opinion, c'est de la faute aux belles-sœurs, c'est-à-dire celles qui sont les sœurs du garçon, et pas forcément nécessairement de la responsabilité de la fille qui vient en mariage, qui peut également être une mégère
qui fait tout pour ne pas être une bonne femme aussi. Non, pas du tout. Ça, vous comprenez bien que je ne puisse pas partager ce point de vue. Comment, quand les mariages, si on vient à la tradition africaine, quand un homme se marie, ce sont ses sœurs qui accueillent leur belle-sœur. C'est elles qui dansent. Donc, à première vue, il n'y a pas de problème. Ils veulent, elles, parce qu'elles aussi, elles savent qu'elles pourraient aller en mariage demain. Elles envisagent même aller aussi en mariage, mais en laissant leur maman entre de bonnes mains. Imaginons que la maman vit encore, donc en les laissant entre de bonnes mains. Maintenant, le problème... Ça, c'est la règle à la base. Oui, de plus en plus, ce n'est pas ce qui se passe. Le problème commence à se poser précisément lorsque tu vois la fille qui n'est plus là, quelqu'un d'autre, votre frère vient avec une femme. Elle n'entretient pas votre maman comme vous pensez l'entretenir. Comme ça que vous entendez souvent que bon, un enfant, un garçon, il est marié, mais sa maman, lorsqu'elle tombe malade, elle va plutôt là où sa fille est allée en mariage. Donc précisément, ça veut dire que dans le foyer de ces garçons, elle n'a pas les égards qu'on souhaite. C'est là où les problèmes commencent. Les problèmes que dit Tendance tout à l'heure, bon, on a toujours envie de parler de sexe, elle espionne. Non, au départ, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais je reconnais également qu'il y a des personnes acariâtres. Il peut y avoir même entre les frères et sœurs, même entre votre sœur ne vous laisse pas vivre. Là, vous vous demandez même si vous avez eu ensemble la même éducation. Donc, en réalité, pour le cas précis, effectivement, cette belle-sœur-là, on lui a fait confiance, elle a fait faillite. Mais là, il faudrait voir comment va se comporter son frère et surtout, là, je chute en prenant le cas de Megui tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ, accepter tout le monde, mais en ayant quand même une distance, je dirais, critique, pour que certains secrets ne puissent être confiés à des gens, à votre belle-sœur, que après des années. Tendance. Avec les belles-sœurs même, non, je me l'empête. Je n'ai rien avec les belles-sœurs, Sam. Parce qu'avec une belle-sœur, je ne m'entends même pas avec les belles-sœurs. C'est pour ça que quand je rencontre un homme, quand il me dit qu'il est fils unique, je suis fier dans mon cœur. Parce que c'est qu'avec lui, on peut bien s'entendre. La personne que j'ai bien, ce n'est que ma belle-mère, mon beau-père. Mais quand tu es fils unique, on peut bien s'entendre. Parce qu'il ne veut pas les mots de tête que la belle-sœur va venir dire que ouais, je veux ton sac à main si. Demain, quand elle vient d'abord demander le sac, elle t'appelle Tata. Mais le jour que tu ne donnes pas, et quand il y a les problèmes, elle t'appelle avec ton nom de famille. Mieux, avec les belles-sœurs, je coupe les ponts. C'est lui qui m'intéresse, c'est mon gars ou mon mari. Les belles-sœurs là, je ne vous gère pas et vous ne me gérez pas. Tu n'as pas envie d'être bien vu dans la famille. Je ne veux pas qu'on me voit bien. Pour une belle-sœur, elle n'a qu'à aller gérer son foyer que de venir gérer mon foyer. Et quand tu commences à dire des choses à la belle-sœur, non, elle marche sur toi. Une belle-sœur qui te dit, ouais, je veux le congrès de chef, tu prépares. Ça veut dire que pour finir, ce n'est même plus pour ton mari que tu prépares. Elle te commande. Tu es comme la télécommande. Elle dit play. Tu play. Elle dit stop. Tu stop. Mais dis donc, tu es une femme comme moi. J'ai ton foyer, tu me laisses gérer mon foyer. Je ne vous gère pas, belle-sœur. Je sais que vous pouvez dire. Point final. J'ai des belles-sœurs qui me ce qui est très bien. Est-ce qu'on a en fait, des messages? Oui. Oui, mais la difficulté, ce que je voulais dire, c'est que généralement, on est belle-sœur de certaines et on a aussi des belles-sœurs. Voilà. Donc, ça veut dire que le mieux serait de traiter les autres comme on voudrait qu'on nous traite nous-mêmes. Parce que ce qu'on ne peut pas, ce qu'on demande à notre belle-sœur d'accepter, c'est ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter. Donc, on a nos frères et on veut que leur femme marche comme ça, comme ça, comme ça, qu'elle ne se plaigne pas, qu'elle ne fasse pas ci. Pourtant, nous-mêmes, on ne peut pas supporter ce qu'on leur demande de supporter. C'est ça souvent la difficulté parce que vous vous confiez à une belle-sœur, vous lui dites, écoute, ton frère m'a fait ci, ton frère m'a fait ça. Après, elle interprète. Maintenant, si elle vous apprécie, elle peut vouloir régler le problème. Tenez, donc vous revenez à votre position de départ, il faut garder un peu de distance. Ça m'attend de coupe quelques secondes. Comment reconnaître qu'une belle-sœur n'est pas avec toi? Point d'interrogation. Écoute, tardez bien qu'on t'aime pas. Rapidement, quand une belle-sœur n'est pas avec toi et que tu as les points avec son frère, quand tu l'appelles, elle te dit, Ma, je te rappelle. Elle ne rappelle pas. Il faudra réfléchir. Ma, j'avais oublié, je vais te rappeler. Elle ne te rappelle pas. Lave tes mains sur elle. Donc elle se croit souvent investie d'un pouvoir. Sam Sévérin, je ne sais pas pourquoi, mais qui fait dans la langue de bois, je dis que le rapport entre belle-sœur et femme, ça ne donne pas.
Je vous dis, ça ne donne- donne pas. Je vous ai dit que sur 100, je ne suis pas d'accord. Mais il faut les Ça donne. Je vous ai dit Ça que donne. sur 100, j'ai pris les Ouais, statistiques. mais Sur 100, ça Ouais. c'est les éducations à la vie et à l'amour, où j'ai eu à être père éducateur. J'ai dit sur 100, 60%. Ça ne donne pas. 20% se battent, je dis dans la prochaine. Et comme c'est la guerre dans le début, ça Qui a fait fait la les statistiques là? Non, éducation à la vie, à la Ça donne- les EVA, éducation à la vie et à l'amour. Ça c'est- donne, c'est ça pour- dépend, ça dépend de l'éducation reçue de chacun. Ça donne, ça Très bien. donne. Bon, Il y a 20%. on va revenir prendre le comme ça. message Voilà. après sur ce sujet parce qu'on est déjà rattrapé par le temps Voilà. de la colère de Charles Amel Mbachou qui intervient à l'instant même. Voilà, pour ma part, tout dépend. On peut, comme on ne peut pas tout confier à sa belle-sœur, mais savoir qu'on doit toujours tout dire et surtout faire l'effort de vivre une bonne relation avec sa belle famille. C'est Noah Wilfried qui nous écrit depuis Obala. Très bien. On prend donc la colère tout de suite. Je m'interroge ce jour sur les déboires des étudiants camerounais au Cameroun et à l'étranger. Je m'interroge sur cet abandon tacite dont ils sont les principales victimes dans un pays comme le Cameroun. Oui, ils sont nombreux les étudiants camerounais inscrits dans les universités extérieures qui se plaignent de l'abandon complet du Cameroun. Pourquoi? Quel est le rôle des ambassadeurs s'ils ne parviennent à prendre véritablement conscience de l'urgence qu'il y a d'agir lorsque les étudiants ou les ressortissants camerounais étudiant à l'étranger? Oh, vraiment, excusez-moi, je me perds dans tous les cas. Pourquoi est-ce qu'obtenir un stage de vacances est devenu difficile dans ce pays? Pour faire simple, quels sont les rôles troubles joués par le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère de la jeunesse, le ministère de la recherche scientifique et plus. Oui, quel est leur rôle? Parce que la jeunesse souffre, parce que les étudiants souffrent. Pourquoi est-ce qu'obtenir un stage académique dans ce pays est devenu un parcours de combattant? Allez consulter la page du ministère de l'enseignement supérieur. Allez consulter les pages internet de X. Composer les dossiers, déposer à Y ou à Z, mais jamais d'appel. Quels sont les mécanismes prévus par le gouvernement pour faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises publiques et parapubliques pour l'achèvement de leurs stages académiques? Nombreux sont aujourd'hui les centres de formation, les instituts privés, les instituts académiques et consorts qui forment des jeunes qui ont des difficultés à avoir des stages académiques. C'est la période des vacances et c'est aussi le moment où les jeunes veulent se débrouiller. Au Cameroun, ce n'est un secret pour personne qu'obtenir un stage de vacances ou un stage académique relève de l'équation à 12 000 inconnus, car les voies de recrutement sont insondables. Comment comprendre que la majeure partie des entreprises au Cameroun se disent chaque année saturées par abondance des dossiers de recrutement? Comment comprendre que les stages, surtout de vacances, donc payants, tendent à se raréfier, tant au niveau des structures qui en offrent des places disponibles que des voies d'accès? Comment comprendre que l'obtention des stages de vacances frise beaucoup plus avec l'appartenance ethnique que la volonté d'aider tout le monde? Comment comprendre qu'aujourd'hui, les promoteurs d'établissements ou des instituts privés se retrouvent à être des marketistes qui négocient, marchandent avec certaines entreprises pour qu'on puisse prendre leurs étudiants? Comment comprendre que les jeunes sont obligés de préparer leur stage de vacances sur les pages Internet au lieu d'une pratique experte? Comment comprendre qu'en troisième année, rendu en troisième année, où les étudiants sont appelés à faire des stages académiques et produire des rapports de stage, ils soient confrontés à des difficultés. Par conséquent, c'est des rapports de stage Internet qu'on dépose. Comment comprendre que les mairies, et encore moins la communauté urbaine, ne sont à même de résoudre ce problème de stage de vacances devenu un problème majeur? D'ailleurs, ce qu'ils offrent, c'est curer les carnivaux. Ils sont nombreux qu'on recrute. La rengaine est connue d'avance dans certaines entreprises. Nous avons arrêté la réception des dossiers depuis le mois de février. À quel mois est-on censé déposer les dossiers de demande de stage ou stage académique? Nous n'offrons plus de stages de vacances depuis. On a fait faillite. Nous n'offrons des stages qu'aux enfants des employés. Désolé, allez voir ailleurs. Voilà les messages que reçoivent parfois certains individus qui recherchent des stages. Voilà autant de frustrations qui rythment le quotidien des enfants en quête de stages de vacances, en quête de stages académiques dans les principales villes de ce pays. Voilà, le quotidien des générations actuelles, Mbombok Bengan, est assez dramatique. Lorsqu'on sort des écoles,
Et c'est vrai que même autour de ces stages dits académiques, on n'a pas toujours l'assurance qu'au bout du compte, on va pouvoir s'insérer socialement. Comment faire pour gérer ces enfants qui sont de plus en plus nombreux à demander à être formés? Je vous répondrai en paraphrasant l'écrivain Achille Mbembe. Lors de son dernier voyage au Cameroun en juillet 1993, il est passé à la CRTV. Il a conclu en disant, à notre époque, les jeunes se battaient pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes sont les forçats contre la mort. Fin de citation. C'est-à-dire que Achille Mbembe, universitaire de haut vol, il vous dit, aujourd'hui, on se bat. Les jeunes, il parlait là effectivement des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, moins qui y sont, il disait, ils se battent pour ne pas mourir. Et ça veut dire donc qu'ils ne se battent pas pour trouver une place au soleil. Sam, il y a eu un forum sur l'emploi au Cameroun, je pense que c'était en 1996. Il y a eu 2 grandes orientations qui ont été prises. Et vous entendez souvent tout le monde, Charles Hamel a dit, même les instituts privés vous disent, oui, formation, adéquation, formation, emploi. Adéquation, formation, emploi. Or, c'était basé autour de 2 orientations majeures. La première, c'était la formation continue. Et l'autre était la formation par alternance. C'est-à-dire que la formation continue, que vous pouvez être dans votre lieu de service comme vous êtes là, vous continuez jusqu'à devenir des diplômés, des docteurs en sciences de l'information, au cours, étant ici. Mais les autres aussi également, tu peux suspendre un peu, tu reviens, tu reviens. Mais on avait oublié l'environnement économique qui disait quoi? 93 également, on suspend les bourses à l'université. Mais chose curieuse, on impose à tous ceux qui veulent entrer à l'université de payer. Alors que le pays le plus pauvre du monde à ce moment-là s'appelle le Niger. Le Niger continue à donner les bourses à ses étudiants. Donc voilà dans quel... Je vous relance parce que je fais partie de la génération sacrifiée de 92-93, effectivement. Quand on arrive à Ngoekele, l'une des seules universités qui existait, il n'y a plus pratiquement de bourses. Et lorsqu'on éclate le système avec l'université de Yaoundé de Soua où on nous déverse, déjà en Ngoekele, on avait déjà plus de place. C'est-à-dire que je me demande comment font les étudiants des dernières années, parce que déjà dans les années 90-91, il n'y a plus de place pour prendre un cours de droit ou de sociologie, je ne sais pas. Vous restez dehors. Alors aujourd'hui, revenons d'abord sur le cas de ce cas déclaré Achille Mbembe, Bombok Bengan. Est-ce qu'on ne peut pas quand même, pour relativiser le point de vue de Charles Hamel, dire que de nos jours, il y a un peu trop de monde? Parce qu'à l'époque, lorsque vous aviez un baccalauréat dans les années 60-70, vous étiez presque assuré d'avoir du boulot. Oui, pas presque, vous étiez assuré même jusqu'en 83-84, quand vous passez votre certificat d'aptitude professionnelle, CAP, industrie, banque, finance et tout, on venait vous chercher. Je parle seulement au niveau du CAP. Les BPC déjà, les concours à la police, partout, fonction publique et tout, étaient ouverts partout. Maintenant, pourquoi? Précisément parce que l'environnement économique ne s'y prête pas. Et la réforme du secteur bancaire qui devait accompagner cette réforme, c'est-à-dire quoi? Vous êtes là, vous avez des étudiants, comme aujourd'hui nous allons parler de l'environnement. Vous êtes étudiant dans ce secteur-là. La banque était supposée vous accorder les bourses d'études parce que à la banque, on sait que vous allez travailler pour la banque. Notamment, ils avaient mis à l'époque ce qu'ils appellent responsabilité sociale ou sociétale des entreprises avec les termes environnement et santé. Voilà, qualité, environnement et santé. Donc voilà, mais ça n'a plus marché au point où aujourd'hui quelqu'un vous dit oui, j'ai une licence professionnelle en transport et logistique. J'ai une licence professionnelle en environnement. J'ai une licence... Vous ne pouvez pas exercer. Et comme dit Charles Hamel, vous n'avez même pas où faire le stage académique. Mais, alors, on revient donc à la problématique des stages académiques, Megui. Oui. Est-ce que déjà ça sert à quelque chose? Parce qu'on se bat pour en avoir, mais quelle est véritablement leur utilité aujourd'hui? Quand vous en sortez, est-ce que vous êtes assuré, tout au moins de vous situer dans le circuit de l'emploi? Ben oui, ça sert à quelque chose parce que l'étudiant va sur le terrain même de la pratique. Donc, quand il est en entreprise, il pratique ce qu'il apprend à l'école théoriquement. Mais oui, je suis d'accord avec vous qu'une fois donc cette pratique acquise là, est-ce qu'à la fin de son parcours, est-ce que ça sert véritablement, quand on sait comment ça se passe au niveau de l'obtention de l'emploi chez nous, c'est pas sûr que c'est une garantie. Mais maintenant,
l'obtention des stages, pour revenir au sujet même de Charles Armel, pourquoi est-ce que c'est difficile? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Notamment, il y a les recommandations et parrainages, parce que ça, c'est une véritable obstruction au mérite. Au mérite même les compétences. Et il faut qu'on te recommande pour qu'on puisse t'accepter dans une entreprise. Ça, c'est un obstacle. Il y a l'appartenance ethnique aussi qui revient. Il faut être, tu vois, dans une entreprise à prépondérance, je suis désolée de le dire, de telle tribu. Ça peut constituer aussi un obstacle. On a le rançonnement. Il y a des gens qui doivent payer pour pouvoir être intégrés dans une entreprise, pour un stage académique. On a également les préférences pour les filières professionnalisantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un stage, si tu fais droit par exemple, par rapport à celui qui fait qualité et tout, voilà, dans une école professionnelle, la préférence sera portée sur celui-là. Donc les filières comme le droit sont un peu en perte de vitesse. Voilà. Si tu n'es pas dans un cabinet d'avocats, il y en a combien? Le droit ou bien les lettres modernes. Voilà, les lettres modernes, voilà, la communication. Si tu n'es... Il y a combien d'entreprises déjà qui peuvent contenir tous ces étudiants? Maintenant, est-ce que la plupart de ces stages dits académiques sont des stages pré-emploi aussi? Est-ce que la plupart du temps, quand on remarque que parmi ceux qui sont arrivés dans ce contingent, on peut détecter quelques valeurs, est-ce que par la suite l'entreprise peut leur proposer vraiment des débouchés? Oui, ça arrive, mais c'est rare. Vraiment, aujourd'hui, ça relève de la chance, carrément. Ça relève de la chance il faut que cet étudiant soit quand même un cran au-dessus de la moyenne, quoi. Que ce soit quelqu'un de très remarquable que l'entreprise ne veut pas perdre. Mais c'est vraiment de la chance. Maintenant, je voudrais aussi interpeller quand même l'État, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées. Si l'État pouvait exercer une pression, parce qu'il faut se le dire, il y a extrêmement de diplômés au Cameroun. Est-ce que, comme le disait Mbombok, est-ce que l'environnement économique permet de contenir tous ces diplômés-là? C'est pas si sûr. Mais non, les entreprises privées qui ont une certaine autonomie sur leur gestion par rapport aux entreprises publiques, est-ce que l'État ne pourrait pas leur mettre un peu plus de pression pour qu'elles s'impliquent davantage dans le recrutement? Merci beaucoup, Guy, pour cette lecture. Alors, tendance, on est déjà dans le temps de l'invité, donc on va au pas de course pour ta prise de parole sur le sujet avec Charles Armel. Il n'a pas dit beaucoup. Voilà. Ce qui veut dire à nos jeunes là, que aidez-nous à vous aider. Parfois même un jeune parvient à trouver le stage dans une société SAM. C'est le même jeune qui va te dire on me paye combien. Oui, la société veut bien payer, même 50 000 francs le mois. C'est le jeune qui va dire maman 50 000 francs avec tous les diplômes, c'est que j'ai non. Parfois tu commandes, on te paye même 10 000 francs à la fin du mois, rien que pour le transport. Maintenant, vu ton comportement, si le boss voit que non, l'enfant veut vraiment travailler, pourquoi ne pas te prendre chaque année pour que tu viennes faire ton stage peut-être à la fin, il te recrute comme employé. Voilà. Dans la vie, il faut aller mollo. C'est bien dans le travail qu'on trouve le travail. Alors, ces stages de vacances où on fait curer les draps aux enfants aussi, ici à Douala, je ne comprends jamais. C'est la spécialité de Tonton. C'est ça qui donne aux enfants. Vous arrivez avec un master, vous voulez les stages, on va vous donner. Curer les draps. On vous donne le blouse bleue et vous commencez à curer l'ensemble. Pour faire simple, il faut dire que l'État devrait procéder à ce qu'on appelle un inventaire de son patrimoine, c'est-à-dire des entreprises publiques et parapubliques. Qu'est-ce que nous avons en termes d'entreprises? Dans quel secteur d'activité ces entreprises sont-elles censées évoluer? Fouillez les pages internet du ministère de l'Emploi et de la Formation. Allez au niveau du ministère de la Jeunesse, vous ne trouverez rien en termes d'inventaire. Je me demande même si les collectivités décentralisées elles-mêmes procèdent à l'inventaire de ce patrimoine. Ah, ça, c'est le premier point. Pourquoi l'État ne pourrait pas imposer par un principe de quota en termes de pourcentage? C'est-à-dire toutes les entreprises ont le devoir de réserver 10%, un espace 10% ou 20%, comme ça se faisait à l'époque. Il y a beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils postulaient, on demandait au chef d'établissement de certaines zones, on ciblait les entreprises en disant allez faire là-bas. C'est ainsi que vous allez voir les gens qui, à l'époque, c'était Sabena. Nous, on a passé, moi j'ai passé des vacances, des stages de vacances à la Sabena. À l'époque, ça je peux vous dire, il y avait des agences comme Soko Voyage et tout et consorts, où c'était par quota, il ne fallait pas connaître quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la qualité des produits Sam Sévérin. Quels sont les produits que les universités mettent à l'école? Est-ce que c'est des produits finis? Est-ce que c'est des produits semi-finis? Un enfant qui a fait agroalimentaire, qui n'est jamais passé dans un laboratoire, il trouve un stage académique, mais il est perdu quand il arrive au laboratoire. Il ne connaît rien. C'est là où il refait ses premiers pas. Les entreprises aussi ont besoin des produits finis pour pouvoir faire un travail. Donc à ce niveau, il y a une sorte d'inadéquation. Et puis le Fonds national de l'emploi qui n'aide pas. Alors petite question tout de même, est-ce qu'il y a des possibilités de stage et comment faire pour des entreprises comme la Sonara, la CSPH, la SNI, je ne sais pas trop... Les recommandations
recommandations, le parrainage. C'est le parrainage. Vous voyez, ça me fait... Donc, un étudiant ne peut pas sortir de l'IUT simplement pour faire un stage à la C'est le SONAR. parrainage, mais il y a dans des entreprises ou des employés, on leur dit, écoutez, vous avez le droit de faire venir deux personnes. De vos enfants. 2 personnes, oui. Et vous vous attendez à quoi? Alors, si chaque employé doit faire venir 2 personnes, et les étudiants qui n'ont personne dans cette entreprise. C'est bien dommage, c'est la République des privilèges, des avantages, du népotisme. Il faut que cela cesse. Nous œuvrons pour l'avènement d'une République exemplaire, la 3e République au Cameroun, vivement qu'elle intervienne sous très peu de temps. Merci de rester avec nous. On passe à l'invité sans transition, puisqu'on parle des questions d'environnement. On parlait de curage des drains tout à l'heure, mais on va rester dans le prolongement de la Journée mondiale de l'environnement, qui s'est célébrée lundi 5 juin dernier, pour débattre avec un militant écologique environnementaliste qui est avec nous sur ce plateau, monsieur Eric Marou. Marou, bienvenue, bonjour. Bonjour, soulevez le micro, bonjour. Merci Sam. Ça va? Je dis bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Alors, la tradition veut que l'invité réagisse d'abord en quelques secondes sur le sujet qui était en discussion. Est-ce que vous connaissez la réalité de ces stages académiques aussi tels qu'ils se déroulent au Cameroun? Oui, je connais, je maîtrise très bien. Ça fait pas longtemps que moi-même je sors des bancs ici, il faut le dire ainsi. Et je flotte toujours avec le milieu académique. C'est très vrai, les recommandations, surtout que certaines entreprises pour lesquelles les universités forment en termes d'agronomie, en termes de pétrochimie, les étudiants ne savent pas finalement comment procéder, par exemple, pour déposer une demande de stage. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui, lorsqu'elles ont eu accès à certains emplois, empêchent carrément que les autres y accèdent sous prétexte qu'on est jeune. Je ne sais pas si être jeune au Cameroun et être capable de travailler, c'est un crime. Donc, quelque part, on se retrouve généralement avec les situations où l'encadreur même devient un frein. Donc, il empêche pourquoi les étudiants posent trop de questions, ils dérangent et tout. Donc, moi, je n'ai même pas le temps. Et vos écoles là, même, ils envoient les gens quand il y a toutes ces questions-là. Bon, pour finir, l'étudiant est obligé de partir pour remplir les formalités, trouver ce genre de stage qui, généralement, n'est pas en adéquation. Ça a été votre expérience personnelle? Disons que moi, je me suis plié aux caprices des enseignants, c'est-à-dire qu'il faut ramper, quoi. Pour avoir ce qu'on espère. Ici, à la fin, ça peut être... Excusez-moi, je veux bien décliner, moi, ramper. Quand on dit ramper, généralement, il y a certains de nos confrères qui disent souvent que quand on sait ce qu'on veut dans la vie, on est obligé de subir toutes sortes de... Faire profil bas. Faire profil bas, justement. Donc, à mon niveau, c'est ce que j'ai dû endurer, parce que tu ne supportes pas que quelqu'un qui est ingénieur comme toi, parce qu'il te reste 2 jours à la fin du stage, je te rappelle carrément que tu ne seras jamais ingénieur. Et comme c'est moi qui signe ça, tu ne sortiras jamais d'ici. C'est un peu ça. Et on rampe. On va chez lui, même si ça 22 heures pour supplier. Papa, pardon. Donc c'est un peu ce genre de choses. Je pense que les étudiants subissent ça énormément. Merci, très beau témoignage. Alors, on va introduire le sujet. D'abord, quelle a été votre passion pour l'environnement? D'où elle est-elle venue? La passion pour l'environnement, il faudrait dire que ce n'est pas juste une passion. Parce que quand on vit dans un milieu, on est intéressé. La science de l'observation, généralement quand on commence à l'école primaire, on nous apprenait les sciences d'observation. Il faut toucher à tout et voir ce que ça comporte. Aujourd'hui, ça a changé de dénomination, écologie, environnement et tout ce que ça comporte. Mais nous constatons que nous restons dans le tout commun, c'est-à-dire nous et ce qui nous entoure. Donc ce n'est pas qu'une question de passion. Il s'agit en fait d'être en adéquation avec le milieu dans lequel on vit. Donc arrivé jusque-là, je me suis dit, bon, il faut rejoindre tous ceux qui pensent qu'à un certain niveau, il faut apporter mieux que ce qu'on a reçu. Donc je me suis mis avec l'ONG Association Mieux-être. J'ai fait un parcours académique dans la formation en environnement. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà de ces 2 formations, je peux apporter un peu plus de moi-même pour aider les autres. Comment trouvez-vous l'environnement dans lequel vous évoluez? L'environnement sur le plan écologique, comment vous le trouvez aujourd'hui? Déjà qu'il faut faire soit un distinguo entre l'écologie et l'environnement. L'écologie, c'est une science, c'est une science qui étudie les êtres, leur milieu et l'interaction qui existe. La biosphère, voilà. Par contre, l'environnement va au-delà. Ça intègre le caractère social, économique, culturel et qui favorise l'existence, la transformation, le développement des activités humaines. Donc, quand on arrive à ce niveau, nous nous rendons donc compte que l'environnement, en quelque sorte, nous ne pouvons faire sans, parce que c'est une chaîne.
dans laquelle, si un maillon est faible, en fait, toute la chaîne est appelée à disparaître. Donc, nous n'avons pas le choix. Comment vous trouvez le nôtre, justement? Le nôtre... Quel est le regard que l'environnementaliste que vous êtes porté? C'est vrai qu'il y a tellement de domaines. Hein, Non, je veux dire, de manière froide, quel est son regard qu'il porte? Bon, c'est vrai que s'il faut, disons, parler d'une échelle, nous sommes encore loin de ce que les pays avancés font aujourd'hui. Mais nous sommes loin pas parce que nous n'avons pas le potentiel. C'est juste un manque de volonté. Mais vous parlez de pays avancés, on sait que parmi les plus gros pollueurs, ces pays-là, c'est eux les plus gros pollueurs dans le monde entier. Si vous parlez, la Chine, ouais, c'est ça, je pense qu'à ce niveau, eux, ils ont traversé le stade du civisme auquel nous avons encore à faire. L'hygiène, le civisme, le respect de la chose publique. Où nous sommes encore en train de combattre. Il ne faut pas jeter les ordures sur la voie publique. Il faut exploiter telle table parce que demain, un autre étudiant va l'exploiter. Eux, ils ont traversé, si on peut dire, pour la grande majorité, ces problèmes. Ils sont en train de parler de couches d'ozone. Ils sont en train de parler de taxes pour les peuples. Et combien de citoyens camerounais peuvent comprendre ce genre de choses? Parce que nous, on ne sait même pas encore. Nous avons faim. Alors que nous avons la ressource. Peut-être parce que vous ne travaillez pas assez, vous qui êtes dans ces associations-là. Oui, oui. Je pense qu'à un certain niveau, ce n'est pas seulement une question d'association. L'association, c'est les gens qui sont convaincus, qui sont animés, et peut-être qu'il y a un gain quelque part. Mais alors, est-ce que l'association suffira seulement à changer tout le monde? C'est une prise de conscience. C'est pour ça que nous nous sommes lancés dans l'éducation depuis longtemps. Je vous rappelle, Sam, les déchets, c'est des sources de production. Dans les pays, aujourd'hui, on parle de recyclage. Il n'y a pas quelque temps, je pense qu'une entreprise de téléphonie mobile venait recycler, venait prendre des téléphones portables usés pour renvoyer en Europe, auquel nous avons participé. Mais je vous rappelle que qu'est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les composantes comme l'uranium? Aujourd'hui, il y a des pays qui sont très loin à cause de cet uranium. Mais nous, on en voit sans s'en rendre compte. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas le potentiel ou bien les ingénieurs qui sont capables de faire ces évaluations et nous disent ce qu'il en est? Les déchets, aujourd'hui, on parle d'agriculture bio. L'agriculture, on en subit et nous voulons passer à l'agriculture de seconde génération. Est-ce que nous ne pouvons pas exploiter ces multiples déchets biodégradables pour générer du compost? Le papier, on en jette dans les ministères, dans les établissements. Il y a des structures ici qui veulent ce papier comme matière première pour fabriquer autant de choses. Mais pourquoi nous gaspillons 30 ans de temps alors que nous avons la ressource? Alors, nous avons les vendeuses de beignets qui se servent bien de ces papiers des ministères. Évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure de l'uranium, vous avez dit que les pays sont avancés, mais nous avons des pays qui régressent, comme le Congo. Le Congo où la principale composante avec laquelle on fabrique les téléphones sont puisées de ce côté, mais aujourd'hui, regardez le Congo qui est dans un état. À qui la faute? Au gouvernement? Ou alors à l'individu lambda du quartier? Qui est le principal responsable dans la chaîne de responsabilité? Je pense que lorsque les individus se sont appropriés la nécessité de comprendre ce qui existe dans leur entourage, ils peuvent mieux défendre. Parce que si on dit à tout Camerounais qu'il y a même de l'uranium, il ne saura même pas à quel niveau ça se trouve. C'est comme ça les questions d'environnement. Il faut que nous maîtrisions ce que nous avons comme potentiel. Et dorénavant, ne plus vendre ça à la base sous forme de matière première. Il faut arriver à ajouter une plus-value. Et je pense que nous avons le potentiel, principalement au Cameroun. Je vous rappelle qu'il y a peut-être 5 ans, on n'avait pas toutes ces sciences, ingénierie en environnement. Aujourd'hui, il y a tout un foisonnement. Mais où est-ce que ces diplômés vont? Je pense qu'on retrouve des diplômés HSE, QHSE dans les salons de coiffure aujourd'hui, dans des discothèques, parce qu'il y a le potentiel. Donc si on utilisait tous ces gens, comme nous le faisons déjà, mieux être exploiter ces jeunes, les amener sur le terrain, identifier les problèmes que nous avons. Et on va revenir sur ce problème. Il parle plutôt bien tendance, notre invité. Tu as remarqué? Oui. J'ai même 5 questions qu'il avait posées à Eric. Eric. Oui, tendance. On m'a dit que Eric manque de trop, c'est vrai. Ça, c'est pour vous détendre un tout petit peu. Donc, allez-y. C'est vrai, ça. Je sais que tendance me taquine. Ah bon? Maintenant, j'ai ma question. Sauf que pour prononcer votre nom, c'est dur. Comme on est environnementaliste. Oui. Ça me s'est dit, prononce à ma place et je pose ma question. Environnementaliste, donc voilà. Spécialiste des questions environnementales. Quand vous êtes environnementaliste, non, qui vous paye à la fin du mois? Vous avez un salaire? Si oui, qui vous paye à la fin du mois? Évidemment, il faut dire qu'environnementaliste, c'est comme un thème générique, comme on peut dire agriculteur, parce que la plupart de nos parents qui travaillent dans les champs, quand on demande, tu dis quoi, ils disent agriculteur. Qui est agriculteur, qui n'est pas? C'est la même chose avec l'environnement. Qui peut être considéré comme environnementaliste? Est-ce que c'est celui qui a fait des études en environnement? Est-ce que c'est celui qui est
dans ces journées passe le temps à colmater. Je pense que c'est tout cet ensemble-là. Il n'est pas dissociable. Et je pense que même tendance, même environnementaliste, à un certain Qui a niveau. dit que je connais quoi en environnement ou c'est dans l'environnement? Je veux savoir, tu n'as pas répondu à ma question, à moins que je me trompe. Vous avez un salaire à la fin du mois qui vous paye. Il faut dire que dans les ONG, nous nous battons avec ce que nous pouvons faire et je pense qu'à un certain niveau, les entreprises citoyennes essaient d'apporter leur contribution et je veux dire que c'est en fonction des activités que nous élaborons. Par exemple, la mieux-être, c'est généralement du bénévolat. Mais à la fin, nous avons des programmes pour inciter les entreprises. Nous avons formé le personnel du Méridien en pratique environnementale. Nous avons installé au niveau du complexe de l'Université catholique à Yanssoki un système de gestion écologique des déchets. De la même façon que nous engageons avec l'Institut panafricain pour le développement. Ça, c'est autant de choses que, si elles sont bien menées, à un certain niveau, nous permettent d'obtenir certains, disons, appuis. Parce qu'il faut dire que il y a beaucoup d'ONG dans donc les c'est beaucoup plus du bénévolat, on a compris. Donc, j'ai compris. Voilà, Megui, ta série de questions avant Bonbon. Voilà, Eric, bien qu'étant du bénévolat, quels sont les outils que vous avez mis en place pour justement vulgariser concrètement cette notion de protection de l'environnement avec les populations, c'est-à-dire que pas au niveau des entreprises, les populations en elles-mêmes, les personnes qui ne sont pas informées. Quelles sont vos actions sur le terrain? Je veux dire qu'il y a de cela un an, nous avons ouvert un centre d'éducation populaire au niveau de Bessengue. C'était justement pour répondre à cette problématique. Parce que les programmes que nous avons jusqu'ici menés, il faut dire que depuis 2005, nous avons ce qu'on appelle le programme d'accompagnement à la labellisation Net Ozone. C'était uniquement pour les établissements d'enseignement primaire, secondaire, où nous avons formé personnel enseignant, élèves et parents d'élèves. Il y a une forte adhésion? Il y a, disons que quelque part, le Cameroun veut toujours savoir ce qui gagne. Mais ceux des établissements qui se sont proposés comme établissements pilotes, nous sommes arrivés à plus de 35 000. Mais nous avons compris que ça ne suffisait pas. Parce que dans les marchés, il y a énormément de déchets. Auprès de certaines administrations, il y a énormément de déchets. Pourtant, c'est des gens, je peux dire, qui sont informés. Donc, nous avons essayé de rapprocher. Nous nous rapprochons maintenant des mairies pour voir avec les syndicats des commerçants, pour voir comment, ne serait-ce qu'envoyer 2 personnes pour une formation, 3 personnes, ceux-là qui peuvent partir, porter le message auprès des autres. Donc c'est jusqu'ici ce que nous faisons. Nous ne nous limitons pas au niveau des entreprises, parce qu'il va de soi que quand on rend un service à une entreprise, eux, ils connaissent le bien fondé déjà. Et parfois, c'est justement pour les certifications, c'est pour les permis. Mais au niveau des populations, c'est là même qui peuvent changer notre vécu quotidien. Nous pensons que à ce niveau, c'est bénévolat à outrance, c'est-à-dire nous allons nous trouver les moyens pour les former à chaque moment, parce que ce sont eux qui nous rapportent ce que nous voulons. Voilà, Bonbon Mengane, vous réagissez donc à la suite de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Tout à fait, parce qu'il a parlé d'un terme là qui vient le plus souvent, recyclage des déchets. Ça veut dire quoi, recyclage? Qu'est-ce qu'on peut recycler dans ce qu'on a jeté? Il faut comprendre qu'ici au Cameroun, je n'ai pas de gestion des déchets. Et normalement, il y a la gestion écologique des déchets, parce que gestion des déchets, c'est la collecte, le transport, le stockage, l'élimination et la surveillance des sites d'élimination. Par contre, la gestion écologique des déchets voudrait que, au-delà de cette simple collecte, de ce circuit, il faut s'assurer que les déchets ne deviennent pas une source de nuisance à la fin. Donc, il faut se rassurer que, en termes de respect des normes, qu'on n'ait pas ce millimètre, quoi. Ok, et en matière de déchets, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que fait l'entreprise. Quelle est la perception que vous avez du travail de Isaac en cette matière-là, sur le traitement des déchets, avant que Bonbon ne poursuive? Oui. Il faut dire que Isaac travaille avec les moyens qu'il dispose et c'est le travail de la communauté. Mais je pense que c'est un travail insuffisant parce que plusieurs fois Isaac a été incriminé par rapport à ces sites de décharge et tout ça. Mais tout ça revient encore au niveau de la communauté. Donc, alors, quand on commence à parler d'Isaac, vous baissez le ton. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc je ne sais pas si c'est un sujet embarrassant pour vous. Non, ce n'est pas un sujet embarrassant, mais je pense que au-delà des accords qui sont faits, ce que nous ne maîtrisons généralement pas, nous le commun des Camerounais, nous ne savons pas quel accord Isaac et la... Non, vous êtes dans le circuit de l'environnement, donc vous n'êtes pas le commun des Camerounais sur ce sujet. Voilà. C'est pour dire que l'activité que mène Isaac, qui est celle de la collecte des déchets et autres, je pense qu'elle n'est pas faite dans le respect des normes.
Et plusieurs fois, nous avons interpellé la communauté urbaine pour ça et ils nous ont rassuré que cela sera fait. Je pense qu'il y a eu des avancées qui ont été faites, surtout normalement au niveau du site de la décharge militaire. Nous avons fait des documentaires dessus, nous avons écrit plusieurs fois. La décharge du génie militaire, qu'est-ce qui doit être fait concrètement à votre avis là? Au niveau de la décharge du génie militaire, je pense que déjà c'est une zone qui est à forte population déjà. Quand on installait, c'était pour pallier à, disons, un ravin, comme on le disait. Mais au départ, ça n'a pas été étudié comme ça se doit. Je pense qu'on n'a pas intégré tous les techniciens qui devaient le faire. Aujourd'hui, c'est juste un site d'enfouissement pour que les odeurs ne s'échappent pas. Mais à la longue, c'est un problème écologique parce qu'il y a aussi la nappe phréatique, il y a tout ça. Donc je pense que quelque part, nous devons encore... Terminons par ceci, effectivement. Oui. Isaac, comme nous avait dit à un moment donné, qu'il pouvait transformer ces déchets-là en énergie renouvelable. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable et ça se fait déjà, même ici au Cameroun. Je pense qu'ils ont un site à Yaoundé pour produire, pour relâcher du gaz. Donc c'est déjà une première méthode de gestion écologique. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas assez. Quand on dit le gaz, quel gaz on va l'utiliser? Le méthane. Oui, normalement dans certaines, quand tout est bien construit, c'est du biogaz, on peut le capter. On peut le capter pour ravitailler les maisons. Je pense qu'ils en savent assez, mais peut-être que ça coûte... On reparlera de ça avec peut-être un responsable d'Isacam, s'il concède finalement à nous rejoindre sur ce plateau. On a célébré dans la journée mondiale de l'environnement. On parlait de protection de la nature. À votre avis, la nature, elle n'est pas assez protégée au Cameroun. À quel niveau essentiellement? Je pense que la nature elle-même est un tout. Et que c'est, comme j'ai dit au début, c'est une chaîne où lorsqu'un maillon est défaillant, tout le système en pâtit. Et ici, à notre niveau, si nous interpellons les gens par rapport à la protection de l'environnement de plus en plus, ça veut dire qu'il y a problème. On a des ravins qui se créent de jour en jour et je pense qu'on n'a jamais même demandé à des experts pourquoi ça se crée. Parfois, on dit, bon, il faut verser un peu d'ordures pour combler. Je pense que les décharges, les bacs à ordures pilulent un peu partout. Donc, comme c'est le cas pour Yaoundé depuis quelque temps, hein, avec des tas d'ordures un peu partout dans la capitale. Oui. Alors que nous avons proposé dès le départ que normalement tout citoyen doit être invité au tri sélectif des déchets. Tous les déchets ne sont pas destinés normalement à être donnés à Isacam. Les déchets biodégradables, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont une source de richesse. Et ne serait-ce que pour tous les agriculteurs, ils pourraient être séparés des autres déchets qui vont servir à Isacam. Donc c'est déjà un pas. Mais il faudrait que tout Camerounais y donne de sa part pour qu'on n'accuse pas toujours Isacam. Parce que en général, quand il y a nuisance, qui en premier subit? C'est le citoyen. Donc, à la maison, il faut avoir une poubelle pour les bouteilles, une poubelle pour les bouteilles en verre, une poubelle pour les déchets domestiques, le macabo et tout ça. Je pense que oui, c'est dans ce sens que je vais. Et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire quand on parlait de gestion écologique des déchets dans tous ces sites. Vous séparez les déchets verts à part, plastique à part. Et à la fin, le citoyen sait à qui s'adresser lorsqu'il faut... Très bien. On va sortir du sujet de Isacam en rappelant seulement que la décharge, les deux principales décharges font problème, le génie militaire à Douala et la décharge de Kolfoulou sur la rue de Soie. Pour le cas de Yaoundé, il faut vraiment que quelque chose soit fait dans la norme en cette matière-là parce que les populations environnantes souffrent des effets néfastes de ces déchets-là qui sont simplement, comme vous l'avez dit, en situation d'enfouissement. J'ai bien retenu le terme. Oui, Charles Amen. Alors, je suis un peu déçu lorsque je vous écoute à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que vous parlez plus de votre ONG, vous parlez plus des rapports, des lettres que vous avez faites, mais jamais vous ne parlez du ministère ou de la délégation régionale de l'environnement. C'est comme si elle n'existe pratiquement pas dans vos rapports, c'est comme si elle n'existe pas déjà dans... En Occident, le principe de pollueur-payeur existe, c'est-à-dire celui qui pollue plus paye plus pour pouvoir aider ceux qui protègent l'environnement à pouvoir s'activer. Mais si vous donnez l'impression que tout n'est que bénévolat, quel Camerounais qui a faim va tout abandonner pour venir se concentrer dans un bénévolat? Pourquoi ce n'est pas le même principe qui est appliqué à ces deux niveaux? Déjà, un, la question du ministère de l'Environnement, et deux, le principe de bénévolat, pourtant ailleurs, c'est pollueur-payeur. Je pense que c'est parce que nous nous sommes attardés beaucoup plus sur le sujet de déchets par rapport à Isacam. Mais je pense que dans toutes nos activités, le ministère de tutelle qui est le MINEBDET est avisé de toutes nos informations. Et ce sont eux qui donnent le go-ahead, comme nous, on le dit souvent. Parce qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons pas nous départir.
il faut qu'à chaque fois, le mot de la délégation soit là. Et jusqu'ici, là, je pense qu'ils ont toujours été là à nos côtés. Parce que même ces interpellations, il faut dire que dans toutes les activités, parce que ne serait-ce que pour aller auprès des établissements, des structures, il faudrait que la structure sache exactement, au-delà du fait que vous êtes légalisé et tout ça, mais qui vous donne le quitus pour venir vers eux. C'est là où le ministère intervient. Je pense que... signer des documents Non, pas seulement à signer. Tous les techniciens et les ingénieurs qui y sont, je pense que ce n'est pas seulement la bureaucratie qui est là-bas pour rédiger et signer. Eux-mêmes se doivent de descendre sur le terrain. Et généralement, ils sont obligés de nous donner. Nous n'avons pas de véhicule. Nous n'avons rien. Donc quand nous écrivons, c'est parce que nous voulons des descentes où ils sont en tête. Mais c'est le ministère de tutelle. Quand ils se mettent devant, n'est-ce pas, on va dire... forcément, il y a du... Alors, sur les politiques publiques en matière d'environnement, les gens qui sont le mieux placés pour en parler, c'est eux, du ministère ou bien des délégations dans les démembrements, mais ils n'acceptent pas très souvent de répondre à nos questions. Donc, notre invité n'est peut-être pas mieux placé pour répondre à ces questions-là, ne relevant pas du système administratif en matière d'environnement. Pollueur-payeur. Oui. Le principe du pollueur-payeur, je pense que jusqu'à ce niveau, ça ne relève pas des organisations de la société civile. Tout ce que nous faisons, c'est de porter à l'attention de la délégation régionale que nous avons constaté peut-être ça et là des manquements. Et ce sont eux qui s'en chargent pour appliquer la loi. On parlait du curage des drains tout à l'heure dans une de nos précédentes discussions. Pour le cas d'une ville comme Douala et peut-être des villes comme Bafoussam qui sont réputées des villes insalubres aussi. Qu'est-ce qu'il y a lieu vraiment de faire en termes de ramassage et de curage des drains, parce que ça revient tout le temps? Je pense qu'à ce niveau-là, je vous ai dit tout à l'heure que ça va d'abord de la responsabilité citoyenne de chaque individu, parce que généralement ce que nous retrouvons dans ces drains, c'est tout ce que nous avons laissé tomber. Et je dis bien que celui qui souffre en premier, c'est le citoyen. Donc avant de laisser la tâche à la communauté de s'en occuper, il faudrait que nous arrivions au stade où les citoyens ont une éducation nécessaire pour savoir que ce qu'ils sont en train de poser comme geste est nuisible à ce moment. Et je pense que quand nous allons arriver à ce stade, nous aurons contribué à diminuer la quantité de déchets. Est-ce que vous encourageriez, M. Éric Mahou, des initiatives comme celles souvent implémentées dans la région de l'Ouest, où on fait un concours pour la plus belle ville, par exemple, au niveau des collectivités locales? Si, Sam, je pense que je ne voudrais même pas que ça se limite seulement à l'impulsion des communautés, des mairies et cela. Je pense que dans le Nord-Ouest, par exemple, où j'ai vu certaines communautés n'attendent pas l'aval des autorités pour se lancer. Ils vont eux-mêmes nettoyer, défricher, parce que c'est ce qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils veulent voir de beau. C'est la même chose. Donc, je pense que les communautés doivent s'arranger. Je pense qu'ici, on organise de temps à autre des journées citoyennes de propriété dans chaque arrondissement où on trouve un jour de cette... Mais je vous rassure, des gens ferment les boutiques, ils sont assis là devant et il y a des drains, il y a des poubelles, il y a des déchets. Mais finalement, la journée, c'est à quoi? Si chaque individu ne peut pas descendre sur le terrain, ne serait-ce que pour nettoyer... Est-ce qu'ils ont le matériel adéquat pour pouvoir nettoyer? Parce que nous avons... Moi, je prends le cas où j'essaie de discuter avec certaines personnes. Ils balaient, oui, ils balaient, ils vont jeter, on dit, ils salissent. Mais les drains bouchés, est-ce que ça relève des compétences d'un commerçant? Mais si c'est les drains là. Non, mais il y a quand même la communauté urbaine, on ne peut pas se prévaloir à l'État quand même. La communauté, là, vous voulez que ce soit ces commerçants? Voilà, on ne va pas tout mettre sur le dos de la communauté, les Camerounais doivent être civilisés, propres dans leur environnement. Je ne dis pas. Nous avons sur notre rue, où qui abrite les bureaux de Equinox, juste en face, il y a toujours des tas d'ordures que les gens déversent là, malgré que la veille on est venu ramasser. Là également, vous n'allez pas accuser les autorités. Les Camerounais ils salissent de civils. Oui, Sam, c'est vrai, aujourd'hui c'est mercredi. Voilà, premier, c'est... On a journée de propreté jusqu'à 11h. Effectivement, je le témoigne. Tous ces boutiques ont dit on ferme. On fait comment avec les ordures? On les prend comment? C'est précisément, et la mairie de Douala permis la communauté urbaine qui doit mettre à leur disposition des trucs pour travailler. Ils ont permis la boutique jusqu'à 11h. Pour attendre simplement. Et il n'y a pas eu d'action. J'appuie sur ce que vous dites, pour dire qu'il y a eu un conflit récemment. Il y a eu un conflit entre la communauté urbaine et Isakam. Parce que ceux qui curaient les drains mettaient le sable, ils mettaient le sable sur la route avec tous les déchets. Est-ce que les camions d'Isakam sont censés transporter ce sable? Parce qu'on dit que c'est Isakam qui devait transporter. Mais je pense qu'à un certain niveau, on demande un peu trop aux gens, Sam Sévérin. On demande un peu trop. Balayer, c'est une chose. Il y a ceux qui ne le font pas et ceux qui le font. Ceux qui essaient de balayer, lorsqu'ils entendent, on dit ça, ils vont ramasser avec quoi? Même si on les donne le matériel, ils vont vendre. On vous connaît au Cameroun. Non, on ne les donne pas. Parce que on vient le jour où il y a jour. On vous connaît, chez Camerounais, vous aimez trop ça. Ça bon. Je coupe ça en posant ma dernière question à Eric. On a 1 minute pour conclure. Eric, est-ce que Eric est marié? Pas encore. Je vais te donner. Tu aimes une femme comment?
simple, africaine. Quand elle travaille ou quand elle ne travaille pas, parce que j'ai une fille qui veut le mariage à tout prix, elle aime quand un homme est noir. Je pense que tendance jusqu'à ce niveau, je Pardon, n'aurai pas dis-moi d'élément de un peu réponse. pardon, on gagne en temps, mon père. Si elle n'a pas la chance, dis-moi, lui dit cash, quand elle n'a pas de chance. Je pense qu'elle a toutes ses chances. Voilà, très bien. Son dossier peut être étudié. Merci beaucoup. Eric Mahou, vous êtes environnementaliste. Vous avez bien voulu accepter de partager ces instants de discussion avec nous en ce mercredi, spécialement consacré aux questions environnementales sur le plateau du Zénith. Voilà qui achève à présent sa première heure. Et voici la pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie. Restez avec nous. Crotal, c'est le nom de l'artiste qui a été révélé il y a quelques années dans ce style musical. La suite, ce sont les messages sur les différents sujets. Après, on prend les réseaux sociaux. Voilà, donc le premier message, c'est un problème très grave ici. J'ai déposé ma demande dans une entreprise depuis le 30 janvier. Chaque semaine, je passe. Attendez, on va vous rappeler. C'est mes époux qui signent ce message depuis Bonabéry. Un autre message qui nous dit, je suis étudiant dans une institution de la place. À moi, on m'a demandé lors de la demande de stage académique qui m'a envoyé qu'il me faut une recommandation. C'est une dame qui signe ce message. Donc, relativement à l'histoire du jour, Karel Kambé nous dit « Les belles-sœurs sont des sorcières, surtout celles qui ne sont pas en mariage. Elles veulent commander les femmes de leurs frères. » Mais de là à les traiter de sorcières, c'est pas bien gentil. Moi, ne me commande C'est pas. excessif quand même. Ça, moi, ne me commande pas. J'ai d'abord le pouce sur C'est la tête. excessif. Vous ne pouvez pas me commander. Mais je pense que Megui a apporté une bonne option tout à l'heure en disant que vous êtes mariés ici, mais vous êtes belle-sœur chez vous. Ça veut dire que vos frères aussi ont épousé. Quel est le comportement que vous avez là-bas? Voilà. Donc, Mais répondez, tendance. Donc, Oui. quand toi, tu as ton frère qui épouse sa femme, tu Mon n'interfères pas. frère, non, Sam, je respecte son choix. Je veux son bonheur. S'il voit qu'il se sent bien, pourquoi il veut venir bavarder? Non. Si se sent bien, je dis, papa, la vie est très courte. Sens-toi heureux. Je suis là pour... Vous ne regardez pas comment votre maman est traitée par ta belle-sœur, par les frères de ton. Je ne gère pas ça. je crois que sais le quand il tout- va même un gars, il va aimer sa il mère. faut juste faire preuve de justice. Ne pas traiter l'autre comme on n'aimerait pas qu'on nous traite. Voilà. Tu as une belle soeur, tu as ton frère, tu laisses ton frère autant que faire se peut gérer son foyer. Vraiment, il ne faut pas interférer parce qu'il y en a qui exagèrent. C'est là où naissent beaucoup de conflits. Quand des sœurs veulent à tout prix Mais à ce moment-là, régenter la le vie. garçon qui est au milieu doit pouvoir gérer, c'est ça Oui, le problème. s'il On n'a pas parlé de a ça. le charisme, s'il a Ouais. le charisme Ça commence quand il nécessaire. faut cotiser. Il y a des gens dans la famille où la mère est malade. L'homme donne 10 000. On sait que l'homme travaille le cas dans une entreprise, donc peut-être même 30 000. On dit, ça a commencé que c'est sûr que c'est sa femme qui a bloqué, qu'il le donne. Il y a telle manifestation, il vient avec 2 ou 3 casiers. Ça va être que c'est sa femme qui bloque. Regardez combien de pavés peut intervenir dans la famille. C'est sûr. Je dis que ça se vit dans les familles, Sam Sévérin en gros. Je vous le dis, j'en suis, nous tous nous sommes des produits d'une famille ici où lorsque l'homme fait le choix, on commence déjà à dire oui, elle est belle, c'est vrai, mais elle a des mauvais Là-bas, c'est comportements. gérable, Sam. Ah, c'est gérable. Si une belle Ah, sœur me dit, d'accord. c'est elle qui a Vous bloqué. reconnaissez au C'est moins. normal qu'elle bloque l'argent de mon mari. C'est normal. Ah, c'est normal. C'est moi qui encaisse. C'est compliqué, C'est pas moi qui parce que- encaisse. c'est compliqué parce que la femme, généralement, elle est prise à partie sur plusieurs fronts. Vous comprenez? Si le mari échoue, c'est sa femme qu'on regarde. Voilà. Quand il réussit, ce n'est pas toujours sa femme qu'on regarde. Donc, on va te dire, oui, vous êtes en location ici dans cet appartement qui coûte cher. Il faut penser à construire. Hein. Vraiment, il faut mettre la pression à ton mari. Mais quand tu vas essayer d'avoir le regard sur les finances, et qu'il se confie à sa sœur va dire oui, elle veut régenter la vie du couple, elle veut tout tirer, c'est elle qui veut tout commander. Alors, Mais je suis peut-être d'accord, mais dis, c'est un on peu sort par là, compliqué. j'ai le témoignage vraiment C'est d'une compliqué. famille qui est en train d'aller à Volo, une belle famille, un joli couple chrétien d'ailleurs, où vous avez la femme qui a pu garder elle a su garder son boulot cadre supérieur d'une multinationale implantée au Cameroun, et son époux qui malheureusement traverse des moments difficiles depuis quelques années, mais elle a réussi quand même à maintenir la famille dans une relative stabilité. Mais le truc, c'est que le gars ne supporte pas ça, il est tout le temps complexé et Voilà. ça crée des situations au point où le gars est prêt à rencontrer des psychologues parce qu'il Voilà. il est en train de bloquer dans sa tête. Et là, qu'est-ce qu'on dit à la fille? Vous savez que les frères, les sœurs du garçon pensent que c'est toujours de la responsabilité de la fille
Une fille qui a réussi à s'acheter un véhicule 4x4 et donner à son époux qui n'avait plus de travail. Mais dans nos sociétés africaines, généralement... Mais malheureusement, c'est la femme qui est mal vue. Tout le temps. La femme est toujours mal vue. Quel que soit ce qu'elle fait, elle est mal vue. Donc, généralement, elle est mal vue. Elle est belle. Parfois, tu mets le sel, tu mets le cubo. Elles disent que c'est un comme problème. c'est un couple qui a pas de problème, non. C'est aux garçons maintenant de revenir. Vous avez bien utilisé le mot de complexe. C'est-à-dire que l'homme transcende ce complexe-là et dit qu'en réalité, son épouse est venue aider la famille, à commencer par son mari. C'est-à-dire qu'il faut que sa famille le comprenne et cesse de la harceler. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très sensible. Très intéressant, mais il y a un dommage, hein, moi, pas beaucoup de temps pour en débattre. Voilà, on va donc passer à la suite maintenant pour débattre de tout à fait autre chose. C'était juste des petits commentaires qui revenaient à la suite du message formulé des messages dans l'histoire. Non, on va prendre d'autres messages vers la fin. Maintenant, on passe à la revue des réseaux sociaux. Voilà, merci Sam pour m'avoir passé la parole. Donc, la revue des réseaux sociaux sur la toile, c'est assez animé. Hein, depuis samedi 3 juin, donc une trentaine de militaires en attente de relève au secteur numéro 1 de la force multinationale de la commission du bassin du lac Tchad ont entrepris d'interrompre la circulation à l'aide de barricades sur la route nationale numéro 1 dans la localité de Zigué, département du Logone et Chari. Donc leur revendication, leur élève immédiate pour dérogation au chronogramme arrêté et à eux communiqué par leur hiérarchie et le versement de leurs primes de soldats internationaux de la commission du bassin du lac Tchad à l'instar de celles servies à leurs camarades des opérations de maintien de la paix onusienne. Il faut dire qu'à la suite donc de cette grève, il y a eu des sanctions qui ont été prises à leur encontre par le MINDEF, notamment des sanctions disciplinaires à l'encontre de ces militaires et puis des convocations immédiates d'un conseil de discipline pour connaître de ce dossier. Alors, c'est une affaire bien trop scabreuse. Vous savez, c'est la grande muette et au Cameroun, on ne parle pas beaucoup des affaires de l'armée. Mais d'après nos informations, le président a piqué une vraie colère parce qu'on ne touche pas à son armée. Alors, voilà donc l'image, parce que moi, je n'avais même pas encore vu l'image. Une trentaine de militaires, ce n'est tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et ça suscite cela sur la façon avec laquelle on a géré le problème. Charles Amel Bachou, des sanctions fortes ont été mises aux arrêts. En direction, systématiquement arrêtées. Est-ce qu'on ne peut pas craindre quand même qu'en guise de solidarité, ceux qui sont restés libres puissent se montrer un peu plus récalcitrants à l'avenir? Est-ce que c'était la meilleure façon de rabattre le caquet à ces indisciplinés? Vous savez que dans l'armée, Sam Sévérin, un ordre donné doit être exécuté sans hésitation ni murmure. Donc lorsqu'on donne un ordre, ça doit être exécuté. Alors il faut dire que ça surprit tout le monde. C'était au jour du 3 juin, plus précisément, qu'il y a eu ce mouvement d'humeur de ce côté. Certains ont dit, ils se racontaient de ce côté qu'ils ont eu à tirer en l'air. D'autres disaient non, on n'a pas eu à faire de tir, ils ont juste barré la route. Et je pense que les images que nous voyons démontrent des gens qui ont juste barré la route et qui sont assis. On ne voit même pas d'armes. Ils sont assis. Qui a filmé? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce n'est pas par hasard un des éléments parmi eux, quand on sait qu'ils ne se permettent même pas qu'on sorte un téléphone portable lorsqu'ils sont? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu passer un message que c'est un peu trop ce qu'ils subissent de ce côté, quand on sait qu'il y a des budgets qui sont alloués, des budgets qui sont votés, des sommes qui sont censées leur être reversées et qui généralement n'arrivent pas? Il y a certains qui sous cap même parfois, lorsque vous les trouvez dans un bar, ils ont fortement bu, ils sont dans un état, ils se permettent de dire un certain nombre de choses qui vous amènent à des interrogations. Est-ce que véritablement, au sein de l'armée, c'est pas un peu comme ce que nous vivons, des frustrations? Il y a ceux qui mangent bien et ceux qui n'ont pas. Il y a ceux qui se plaignent de la question des frais d'émission qui ne leur parviennent pas, ceux qui se plaignent de la qualité de nutrition, ceux qui se plaignent de ceux-ci qui sont tout le temps sur le front. Il y a tellement de plaintes, je crois que ce conseil de discipline, s'ils ont, puisque déjà le fait qu'on descende et qu'on affrète un avion spécial pour les amener quand même, il y a autant de points d'interrogation. Est-ce qu'ils ont tenté de fuir? Est-ce qu'ils ont essayé de disparaître pour qu'on puisse les mettre dans un avion spécial qui va les amener à Qui les a contraints. Qui les a contraints. Alors, je pense que vous êtes plutôt dans le vrai, dans cette histoire. Alors, dans le communiqué même du MINDEF, Joseph Betty à ce moment, il recommande tout de même qu'il y ait des séances de discussion, des causeries éducatives entre les hauts gradés et ces hommes de troupe pour reconnaître implicitement qu'il y a absence de dialogue, rupture même de dialogue. Ces hauts gradés qui détournent les fonds, d'importants fonds qui sont destinés aux hommes de troupe à leur profit. La gestion des fonds réservés aux militaires, c'est un gros problème
Absolument, ça se passe il y a 3 ans environ, je pense. Le chef de l'État rentrait d'une finale de Coupe du Cameroun. Un élément de sa garde a tiré en l'air. Et quand on l'a fait appel à lui, il a dit que non, on avait détourné le fonds qui leur était alloué. Et on s'était rendu compte qu'il y a un détachement de la garde présidentielle qui était même coupé de l'eau. Donc on n'avait pas accès à d'autres tables. Mais ici, quand même, ils ont failli à une mission. Parce que ce qu'on appelle défense, force de défense et de sécurité, obéit à ce qu'on appelle l'unicité dans les unités. C'est-à-dire que l'armée obéit à un seul chef. Ils ont manqué où? À ce qu'on appelle la permanence. Vous n'êtes pas relayé, vous restez en poste. Parce que la défense, en temps de paix ou en temps de guerre, vous êtes à la défense. Donc ils devaient faire leur part, mais pourquoi les chefs n'ont pas fait leur part d'abord? Non, vous faites d'abord votre part. Je vous dis qu'un ordre donné doit être exécuté. C'est une hésitation ni murmure. Vous exécutez. C'est ça les forces de défense. Il y a la déconcentration. Ça veut dire que chaque unité doit avoir les moyens d'intervention. Et il y a ce qu'on appelle l'universalité de la défense. C'est-à-dire que la défense nationale, c'est nous tous. C'est pour cette raison que certains de nos confrères sont condamnés. On leur dit, vous n'avez pas participé à la défense nationale. Mais là, pour ceux-ci, dès lors qu'au niveau de la permanence et même des revendications dont vous faites allusion, et là, ils ont raison de revendiquer, ils ont le statut international. Sauf que la différence entre ceux qui sont en République centrafricaine et eux, c'est que là-bas, en République centrafricaine, ce sont les Nations Unies qui payent. Et ici, c'est les États en question, même de l'Union africaine, je parle des États sahélo-sahéliens qui payent, la commission de la Tchad, pardon, les États de la commission de la Tchad qui payent. Donc, ils devaient attendre, mais par des voies internes. Ils ne devraient pas sortir des casernes. Les sanctions qui sont envisagées contre eux. Non, elles risquent d'être mauvaises. Mais là, il faut effectivement aller dans des sanctions disciplinaires. Et ils sont allés de manière échelonnée. De même manière que les gendarmes qu'on a pris, dont les images ont été transmises dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on vous prend, on vous traduit au conseil, c'est-à-dire votre fiche disciplinaire, on l'importe et on vous traduit au tribunal. Donc en cela, vous êtes en train de dire que le ministre Joseph Betty Atoma respecte scrupuleusement ce qui est prévu. Absolument, mais parce que vous avez dit, il a dit dialogue à l'interne. Voilà. Parce que c'est ça qui doit être... Les causeries éducatives. Regarde comment j'ai mal au cœur. Les militaires, on appelle les militaires les fous habillés. C'est un problème qu'il faut résoudre dans les secondes. Parce que quand je vois les militaires, ils ont nos vies en main. Les militaires nous font avoir les beaux rêves. Parce que quand ils sont en train de travailler au front, on donne le vrai sommeil. Je manque ça. Même si je manque, c'est mon point de vue. Maintenant, c'est les gars qu'on doit cajoler. Ce sont les œufs. Et quand un œuf se casse, c'est pas bon. Tu connais quand un œuf se casse vite là, chez un militaire, on n'a pas le sentiment qu'il faut cajoler. Sam, je préfère avoir les problèmes avec un policier que d'avoir les problèmes avec un militaire. Parce que quand les gars là se fâchent, moi, je les appelle le cœur du pays. C'est les militaires qui nous donnent le souffle de vie. Alors, c'est un problème qu'il faut gérer minute by minute. Très bien, tendance. Pardon. Alors, mais Guy, on sort avec vous sur ce sujet. En Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a des mutineries, on voit que le pouvoir cède assez rapidement. Et il n'y a pas de sanctions. Mais au Cameroun, c'est la discipline. Et on ramène tout le monde à l'ordre. Donc, c'est la politique du bâton au Cameroun. Écoute, au risque de répéter ce que mes confrères ont dit, je vais dire que c'est dommage quand même que oui, des militaires soient traités de la sorte. Et c'est même un gros risque. C'est un gros risque. Tu l'as dit tout à l'heure que ça, on ne touche pas aux militaires du président Paul Biya. Ça veut tout dire. Donc c'est eux qui maintiennent notre pays quand même en sécurité. Il faudrait que des mesures soient prises pour qu'ils soient à l'aise. Ça, franchement, si les gars là sont fascistes, vous le dites avec tellement de politesse. Vous faites la langue de bois. Vous faites la langue de bois. Vous faites la langue de bois. Pourquoi les problèmes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On détourne leur argent. Il y a des gradés, on détourne leur argent. La discipline militaire. Mais j'ai dit. Oui, je vous dis, dans les 5 principes qui fondent les défenses dans tous les pays membres des Nations Unies, il est interdit aux militaires de sortir, faire des revendications hors des casernes. C'est vrai que le texte le stipule. Oui, le cas de la Côte d'Ivoire dont vous parlez, vous verrez que le président Alassane Ouattara est embarrassé. Moi, j'allais dire, le terme est de moi. Il a accouché des monstres. Aujourd'hui, il est embarrassé par ces monstres qu'il a accouchés. Parce que tout le temps, là-bas, ils sortent des casernes et ils le revendiquent dans la rue en tirant en l'air.
on ne les sanctionne pas. Au contraire, on tient compte Mais de ce normalement, tel que le dit Mbongbok, si on veut respecter quand même le règlement militaire, n'autorise pas qu'il réagisse. Sam Severa, la dernière sortie, je dis souvent que les militaires ont enceinté toutes les filles de Pont Bonabasem, que vous allez croire que ce ne sont pas mes amis, ce sont mes amis. J'ai beaucoup de respect pour eux. Très bien. Ok, donc, on a compris tendance. Oui, la suite. Deuxième info, c'est cette image assez insolite, ces images assez insolites, voilà. Ne vous y trompez pas, c'est pas la gare de Bamako ou la gare d'Etoudi, non, on est bien à la gare de Saint-Denis, c'est du côté de Paris, voilà, donc vous remarquez ces frères africains qui développent des commerces sur les trottoirs, vous voyez des caddies de course qu'ils ont transformés en barbecue. Donc du maïs qui passe, du poisson, des brochettes, voilà, qui sont grillés comme ça. Et ils sont chassés par les services, voilà, les services communaux là-bas, qui les accusent d'incivisme. Malheureusement, ces appels à plus de civisme sont parfois confondus à des actes de racisme. Donc, même les internautes africains sur la toile décrient, pour la plupart, justement, ces pratiques-là, ils estiment que c'est assez salissant et que les frères africains qui développent ces commerces devraient quand même respecter les règlements dans les pays sur lesquels ils sont établis. Et surtout en plein Paris, parce que Saint-Denis, c'est vraiment au cœur de l'île de France, voilà, la capitale française aujourd'hui. Nos compatriotes et autres Africains obligés de développer ce type de stratagème pour survivre. Je crois, Mbongbok Mbengan, que c'est l'une des conséquences de l'immigration sauvage en direction de ces pays occidentaux. L'immigration, moi j'apprécie le geste, j'apprécie leur action. Ils ont bien, ils voyagent, je veux dire, ils trimballent leurs poubelles. C'est-à-dire, lorsque vous achetez votre maïs, vous le consommez, il y a un endroit où vous jetez le truc. Et surtout, ils ont profité d'un vide juridique. Il n'est pas interdit, ils l'ont dit, qu'il y ait des commerçants ambulants. Maintenant, on leur reprend la protection de l'environnement. Et non, ils n'ont pas pollué. C'est précisément là, et je pense qu'ils ont ce qu'on appelle au Cameroun, ils sont censés. Donc il faut donc faire ça pour joindre les deux. Bon, j'imagine que, bon, peut-être, vous savez, vous avez été en France, vous le savez, l'environnement là-bas n'autorise pas ce type de choses, c'est-à-dire que ce n'est même pas acceptable, et je crois que de commencer par voir ce genre de choses se développer, ça voudrait dire qu'il y a une régression quelque part. Quelle est la différence entre ce qu'ils font et le marché aux puces? C'est la même chose. Le marché aux puces, ça se fait par terre. Les gens installent les choses au sol, on vend au premier venu. Que vous soyez à Château-Rouge qui est la capitale même par excellence, où on retrouve des individus. Moi, j'ai été surpris de voir une cousine tenir les bâtons de manioc, ça me sévéra. Une cousine qu'on savait bien installée en Europe et tout, j'ai été surpris de la voir tenir des bâtons de manioc. Revendre des bâtons. Revendre des bâtons de manioc. Je l'ai interpellé aussitôt, c'était dans un réseau, sur un réseau, j'ai vu, je l'ai interpellé. Elle me dit non, elle faisait ses courses. C'est là-bas où ils font les courses. Pour dire Sam Sévérin que parce qu'on est en Europe, on va avoir un lieu où on veut forcément acheter des produits africains. Voilà pourquoi les Africains se sont retrouvés dans cet espace pour pouvoir acheter moins cher et rester, comme on va dire, c'est comme ici à Douala. Il y a des zones des supermarchés où les Blancs, lorsqu'ils veulent consommer les produits purement de chez eux, ils vont se ravitailler. C'est une chose. Mais de là à dire qu'ils sont en train de polluer, ils sont en train de provoquer, je pense que non, Sam Sévérin. Que les Blancs nous laissent aussi respirer. Vous voulez même pas nos Blancs. Quand on dit qu'on lance les trucs d'élection chez vous, c'est tous nous les Noirs qui, nous sommes les premières personnes à aller vous voter. Maintenant quand vous prenez le pouvoir, vous voulez nous faire la cuillère. C'est même quel comportement ça? Vous allez les voter. Alors tendance, il faut que chaque pays puisse rester et s'adapter à ses propres habitudes. En France, on ne connaît pas des gens qui braisent le maïs dans des rues en plein Paris. Non. Donc, si vous allez là-bas, il faut vous adapter. Il ne faut pas aller polluer. Ils vont briser le maïs. Moi, j'étais à Paris. Je connais comment ça se passe. Donc, si, au lieu d'aller vendre le piment, c'est mieux de faire comme ça pour se débrouiller. Ils ont les familles en Afrique. Ils ont vous savez que si on ne braise pas le soleil en plein air, personne ne peut acheter. Il faut qu'on le braise en plein air, que le fumet se lève. Et c'est ça qui attire l'Africain, ça c'est vrai. Non, justement, ce n'est pas l'Afrique. On est vraiment là en train de... Mais ça tranche net, Megui, avec l'image quand même des Africains qui sont en France et qui reviennent avec
l'embonpoint. Enfin, je veux dire que quand ils vont là-bas, ce n'est pas forcément pour faire ce type de choses. Mais oui, c'est pas forcément pour faire ce type de choses, sauf que effectivement la réalité sur le terrain peut être obscure, voilà. Donc, vous voyez, ils ont les sacs voilà. là, vous jetez. Voilà. Mais ce qui est encore étonnant quand même, c'est que ce soit des Africains qui désapprouvent, voilà, désapprouvent ça très vertement sur la toile, qui disent que mais non, il suffit que tu passes là-bas et puis tu as l'odeur de la fumée qui te colle aux vêtements, il faudrait aller après à la maison tremper les vêtements. Mais je veux dire que c'est pas pire que la fumée qu'on a ici à la rue de la Joie. Quand tu y passes, on aime bien ça, hein, avoir cette fumée du poisson braisé et tout, mais bon, pour être quand même objectif, on est dans un pays qui a ses règles. Il faudrait quand même qu'on respecte les règles du pays dans lequel on se trouve et ne pas y voir forcément des actes de racisme. Si voilà, on est, si vous voulez, vous êtes contre cela. Non, je dis vous êtes contre ça. Non, il ne faut pas faire, non. La loi ne l'interdit pas. Non, Charles, mais il ne faut pas faire d'amalgame. Moi, je demandais si vous êtes contre. Je comprends que la vie peut être difficile et que chacun veuille se débrouiller de la manière qu'il peut. Mais maintenant, si vous êtes dans un pays qui n'accepte pas ce type de comportement, le mieux serait de faire les choses de façon réglementaire. C'est comme ici au Cameroun, on ne va pas dire que parce que les Blancs font n'importe quoi chez nous, c'est nous qui acceptons qu'ils fassent n'importe quoi chez nous. Il faut que nos autorités soient plus voilà, catégoriques. Moi, je suis d'accord. C'est nous qui acceptons. C'est nous qui acceptons. Donc, on ne doit pas dire que parce que nous, on laisse faire, qu'ils doivent laisser faire. C'est nous qui acceptons. Est-ce que la loi interdit ces gens On parlait d'environnement tout à l'heure, même si, comme vous l'avez relevé, ils ont des sacs où ils mettent ça. Non, il y a toujours pollution et destruction de la couche. À quel niveau l'environnement? Non. Le maïs, si vous voulez baiser du maïs et du poisson, revenez au pays, vous faites ce travail. Il n'y a pas de souci. Quand vous allez en Europe, c'est parce que vous voulez dire que vous pouvez accéder à des métiers un peu plus valorisants. Donc, pour aller les réaliser. Donc, Sam, c'est vrai, vous ne mangez pas le maïs braisé? Vous ne mangez pas le maïs braisé au Cameroun? Mais je le mange au Cameroun. En France, c'est encore un vieux goût. En France, c'est encore Même si vous le faites en France, vous n'allez pas le faire là, et c'est à Saint-Denis quand même. C'est-à-dire que c'est en plein Paris. Dans le 13e arrondissement, semble les Chinois tiennent des restaurants, viennent manger, qui vendent le ndolé, le tout, le boulet. C'est bien Et si la loi ne l'interdit pas, tant que le maire de la localité... Pourquoi ils sont pourchassés alors? Mais non, pas l'esprit des gens qui estiment que ce n'est pas, comme dit Sam Séverin, c'est que ce n'est pas... C'est les puristes. Très bien, on est partagé sur le sujet. On sort alors avec la dernière. Voilà, on sort avec cette vidéo. Donc c'est du côté de la Côte d'Ivoire, ce monsieur qui a l'habitude d'exercer des violences physiques sur sa femme, sa partenaire, apparemment il ne l'aurait même pas encore épousée. Donc les frères de sa femme qui ont décidé d'en découdre avec lui et qui l'ont puni d'une drôle de façon. On l'a pratiquement, je ne sais pas si je dois dire ligoté ou menotté, mais d'une drôle de façon. Il est tout saucissonné là, vous allez regarder la vidéo. On ne tape pas son épouse en réalité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On ne tape pas sur son épouse. Elle vous fait quelque chose qui est mauvais ou tout ça, vous vous confiez à sa famille, surtout à sa famille propre. Et ce n'est même pas vous que vous vous plaignez, c'est ceux qui l'ont épousé qui vont se plaindre. Maintenant, lorsque vous vous permettez de taper de manière sauvage sur une femme, sa famille est obligée d'intervenir et de la manière même la plus ignoble. Que c'est quoi ça, Sam? Yeah, maman. Moi, j'ai tout dit aux femmes que dans la vie, si vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Parce que regarde comment tu es le mari de... Non. Quand ça ne va pas, on n'est pas obligé d'être dans un foyer. Ça ne va pas séparer parce que quand ça commence comme ça, un corps peut tomber. Mieux, je reste de mon côté, tu restes de ton côté. On se rencontrait sur terre. On n'avait pas rendez-vous. Donc on se rencontrait, chacun se cherche. Ne pas moi les mots de tête. Sans ça, c'est que je suis encore chez le boxeur. Depuis que le boxeur, moi, s'est séparé, j'ai repris ma beauté. Ouais, ça se voit. Le boxeur me faisait ça du sable. Un jour, j'ai pris le mur et dit que mes belles femmes de mon état, formées comme une guitare. La guitare basse camerounaise. Donc je mérite d'avoir les bleus partout par ces boxeurs. Je suis allé prier à la cathédrale, l'oublier de ma vie. On s'est séparés. Aujourd'hui, il m'appelle même, je dis, c'est qui? Parce que son numéro est parti de ma tête. Il appelle, mais je connais plus son numéro. Je pouvais mourir pour le boxeur, les gars. Ça ne va pas. On se sépare.
Alors, c'est une image, dit-on, qui vient donc de la Côte d'Ivoire et le continent africain en cette matière doit faire preuve quand même de respect des droits de l'homme. Ouais. Ce n'est pas acceptable, quel que soit ce qui s'est passé dans le couple du monsieur. Vous n'avez pas le droit de traiter une personne humaine de la sorte sans en avoir été autorisé. Et la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, en parlait tout à l'heure avec ce que fait Ouattara vis-à-vis de ces soldats. Donc, ils ne sont pas respectueux là-bas de certains principes sacrés. La Déclaration universelle des droits de l'homme interdit ce genre d'image. Et si on a voulu vous la faire partager, c'est simplement pour essayer de susciter au-delà de l'émoi, de l'amusement que ça peut faire, parce que ça peut faire rire, mais ce n'est pas beau à voir, parce que vous êtes vous aussi un homme, et vous êtes appelé à avoir certains types de comportements vis-à-vis de votre femme. La meilleure façon, si on avait voulu le punir, peut-être, il existait des voies de droit, des voies de recours, on pouvait lui porter plainte. Et simplement de demander à l'État de ne plus accepter le mariage que le gars lui demande. Donc, pratiquement les Français. Tout à fait. Ces enfants ont dit quoi? Et ça a l'air d'être des militaires, parce qu'il est menotté. Ça a l'air d'être des militaires. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, on va finalement tout voir. On a presque terminé, merci beaucoup, Megui. Je t'en remercie. Voilà, on va quand même dire qu'on est de tout cœur avec le peuple ivoirien qui, depuis le début de la semaine, vit la situation difficile du drame de ce footballeur Cheikh Tioté, voilà, international ivoirien qui est décédé comme Marc-Vivian Fouet, comme Patrick Ekin sur le stade, mais c'était au stade d'entraînement de son équipe chinoise, c'était à Beijing, une équipe de 2e division, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué pour les éléphants de Côte d'Ivoire, et tour à tour il a évolué en Belgique, en Hollande et en Angleterre dans Newcastle. Il est décédé, il y a une image terrible également, avec des yeux révulsés, un peu à l'image de Marco en 2003, voilà. Et il est Cheikh Tioté, voilà, tout jeune footballeur disparu. Donc, pour cela, on est de tout cœur avec vous, chers amis ivoiriens, mais pour le cas des traitements que vous réservez à certains de vos compatriotes, nous sommes contre. Voilà. Maintenant, on va prendre interpellation. Eh bien, pour le développement du pays, je pense qu'il faudrait que les jeunes comprennent que dans les écoles, quand ils sortent dans les écoles, il faut qu'ils travaillent ensemble. Que ce soit en fait dans des universités ou bien des écoles secondaires ou bien je ne sais pas. Donc dès qu'ils sortent de l'école, il faut qu'ils essayent de travailler ensemble, de se rassembler, de trouver de nouvelles idées pour le pays et pour que tout le monde puisse être bien, pour qu'on puisse communiquer, qu'il y ait déjà beaucoup de communication entre des jeunes en fait. Parce que moi je pense que je sors de l'université Cambridge et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de communication quoi. Il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a que vraiment des gens qui sont là parfois pour rêver, mais on ne rêve pas dans la vie. Et la vie, c'est pas fait pour rêver, c'est fait pour créer, réaliser des choses, mais des choses concrètes. Je pense qu'il y a déjà des vieux qui ont déjà créé, qui sont là sur place. Il faut déjà que les jeunes soient à l'écoute des vieux, de ces vieux-là en fait, qui comprennent qu'en fait, quand ils arrivent avec de nouvelles idées, on peut aussi s'intégrer avec des anciennes idées et les mélanger pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Après, si on met les jeunes à l'écart et les vieux à l'écart, ou bien les moins jeunes, ou bien les plus petits, on peut même travailler avec les plus petits, parce que moi, ça m'arrive parfois de travailler avec même les plus petits, en fait. Bon, alors voilà une compatriote. Bon, est-ce qu'on dira qu'elle est un peu déconnectée? Bon, elle vient de Cambridge. Est-ce que les Camerounais savent? Si. Avant de baptiser comme ça, elle a fait un bang. C'est ça alors votre problème. Bon, tu es jalouse de... Je suis moi jalouse d'elle. C'est Mais quoi, pas comme Nincho qui a fait 6 mois. Elle est revenue ici commencer à baptiser en patois. Ah, mais là, Limbourg, le mot aussi, oui. 6 mois en bang, elle vient baptiser en patois, maman. Elle dit qu'elle venait de sortir de l'école. Elle veut le travail. Non, Sam, elle a dit une chose importante quand même. Il faut que les jeunes essaient de se mettre ensemble. J'ai dit tout à l'heure, rappelant ce qu'il y a plusieurs années, Achille Mbembe a dit que les jeunes sont les forçats contre la mort. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour ne pas mourir? C'est ça le problème. En Tunisie... Elle a parlé des vieux aussi. Des vieux aussi. C'est les jeunes qui doivent écouter les vieux, travailler avec les vieux. Parce que dit, et là aussi c'est un enseignant, il est aujourd'hui décédé, Jean-Marc Ella, qui était prêtre, il a dit, on construit l'avenir. C'est-à-dire que si les jeunes, c'est de rendre compte que nous sommes dans un environnement opaque. Ils doivent donc se consulter et se dire, pourquoi, Seigneur, vous nous avez envoyés dans cet environnement-ci. Donc c'est à nous d'imaginer des formules pour sortir de cet environnement-là, mais sans posséder pas des moyens. C'est quand même trop demandé aux jeunes d'aujourd'hui, parce que
Par le passé, la plupart de ceux qui sont aux affaires, eux avaient bénéficié des meilleures facilités. C'est vrai que c'était la chance qu'ils avaient de cette génération-là. Les bourses au Cameroun et à l'étranger, c'était assez facile. On ne leur demandait pas d'avoir de l'ingéniosité au-delà même des capacités de leur ménage. Aujourd'hui, tout le temps, on dit les jeunes doivent faire preuve d'inventivité à tout bout de champ. Oui, absolument. Je termine en disant ça. Vous savez, il n'y a pas d'environnement. On ne vous recrute nulle part. La banque des PME ne vous donne jamais de crédit. Les banques classiques, rien du tout. Vous faites comment? Vous n'allez pas rester là dans la chambre de papa. Vous vous dites, on est là, mais on a quand même imaginé. De telle manière qu'il y a même, on a reçu un invité ici qui nous parlait, je ne sais pas comment organiser les projets. Si vous vous lancez dans la vente, je ne sais pas moi, du charbon, vous n'allez pas, vous allez vendre le charbon à corps défendant, parce que c'est pas ça. Mais vous allez dire quand même, il faut que je fonde un foyer, il faut que je me verse à 2 ou à 3. L'un cherche, vend le charbon, l'autre est en train de chercher le charbon là où on le recueille, je ne sais pas, son budget. Un autre est là, donc à 3 vous le faites. Si c'est une activité, je ne sais pas, agro-pastorale, on en avait reçu un ici. Vous dites, on commence par 3 poulets pondeuses. Vous vous organisez, il y en a un qui fait le marketing. Après la grippe aviaire vient tout détruire, vous vous retrouvez à recommencer. Je veux dire, comme on dit, les moyens de vraiment, il ne faut pas prendre le meilleur pour vous laisser le pire aux autres. J'estime que les jeunes ont fait leur part en termes de formation, d'instruction. Ils se sont instruits. La deuxième partie, on a dit qu'il faut avoir une formation, parce qu'aujourd'hui, les formations professionnalisantes, formation X, les jeunes vont, ils le font. Vous avez des gars qui ont arrêté l'école bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6. Quand vous recrutez un gars qui a fait un master, qui a un master 2, vous allez vous donner 50 000 francs comme salaire à la fin du mois. Les faux diplômés aussi, hein. Je crois que les niveaux sont très bas aussi. C'est hormis les faux diplômés. Mais ça a commencé par l'État. Lorsque les gouvernants, lorsque le chef de l'État a commencé par nommer les professeurs d'université qui étaient censés tenir la craie, au lieu de les laisser dans les amphis, on les a tous mis au gouvernement. Qui devait laisser enseigner? Qui devait laisser donner lorsque tous ces enseignants sont au gouvernement aujourd'hui? Ça c'est bien joué, Charles Armel. Voilà, merci. Alors, Megui, on parlait des vieux là. Mais est-ce que les vieux ne peuvent pas lâcher prise, comme l'avait suggéré Valsero? Il ne suffit pas d'écouter leurs conseils, comme l'a dit la dame, que ces vieux-là eux-mêmes commencent à céder la place. On parle des magistrats aujourd'hui avec le Conseil supérieur qui se tient à Yaoundé. Il y a beaucoup de magistrats qui sont encore en poste et qui doivent déjà être à la retraite, alors que 2 générations de magistrats sont là, ils n'ont pas de boulot. Ils doivent lâcher prise, mais ils ne veulent pas lâcher prise. Voilà, donc on est dans une société gérontocrate, il n'y a qu'à voir la constitution de notre gouvernement. C'est une vraie gérontocratie, le Cameroun. Les jeunes sont frustrés. Aujourd'hui, les jeunes sont extrêmement frustrés parce que, on ne sait pas, c'est vrai que la vieillesse est un peu synonyme de sagesse, mais comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, où des jeunes ont des capacités, qu'on dise que des jeunes ne sont pas assez inventifs, créatifs, on veut qu'ils soient inventifs, créatifs, comment quand on ne leur donne même pas déjà la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont dans le ventre? On ne leur permet pas de montrer ce dont ils sont capables. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une entreprise, tu es jeune, on voit des jeunes de 28 ans qui ont un certain background, qui sont très calés dans leur domaine de compétences, mais parce qu'on estime que tu es jeune. Tu es jeune jusqu'à quel âge on estime que tu n'es pas très jeune pour pouvoir te donner certains postes de responsabilité? Les jeunes sont extrêmement frustrés et c'est pour ça que de prime abord même, ils rejettent carrément le fait de pouvoir s'associer à des vieux, parce que quand un jeune voit un vieux, immédiatement il se dit, celui-ci ne veut pas que je prenne sa place. Donc il y a un certain complexe même qui s'installe. Terminez, Charles. C'est vrai, je veux prendre le cas d'un haut commis de l'État dont je vais taire le nom, qui chute un jour chez lui. On l'appelle, il dit qu'il a chuté, il appelle l'hôpital général. On dit que c'est son fils qui est de garde. Il dit non, ne m'amenez pas là-bas, mieux laissez-moi. On lui pose la question, il dit que parce que son fils, on payait seulement pour qu'il traverse, pour qu'il atteigne ce niveau de spécialité. Pour dire Sam Sévérin que ce sont eux, ces mêmes qui ont facilité la réussite de leurs enfants, qui se retrouvent butés. On a eu tout à l'heure un invité qui nous a dit qu'il rampait 22h, 23h pour aller supplier son encadreur. Supplier son encadreur. Ça coûte quoi un encadreur de laisser un jeune aujourd'hui à se débrouiller? Ce sont eux qui sont en même temps les responsables des instituts de formation, en même temps les propriétaires de société, en même temps les décideurs. Donc on arrête. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à nos partenaires du concept Salaka qui sont là ce matin encore pour nous présenter l'ultime phase de la promotion
en matière d'ordinateur et de laptop. Et sans transition, on va donc aller l'accueillir. Constil Amine pour en parler. Bonjour. Oui, bonjour Sam Laurent et bonjour déjà à nos millions de clients et surtout merci déjà à tous les fans du concept de Salaka. Alors ce matin, je tiens déjà à rappeler à tous ceux qui me regardent à la maison que nous sommes à quelques jours seulement de la fin de la promotion des ordinateurs de 35 000 et des laptops de 75 000 francs. La promotion s'achève ce samedi à 17h30 dans les magasins 1001 tapis. Donc ceux qui sont encore à la recherche d'un ordinateur complet à 35 000 francs ou alors d'un laptop à 75 000, vous avez encore la journée du mercredi, jeudi, vendredi et samedi pour dire que vous avez 4 jours pour acheter des ordinateurs de qualité au magasin 1001 tapis. Et pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, pas besoin de se déplacer, ne vous inquiétez surtout pas. Vous nous appelez tout simplement à nos numéros de téléphone, vous nous passez vos commandes et nous nous chargerons d'expédier vos marchandises via nos partenaires de voyage et surtout nos partenaires qui font dans l'expédition des colis. Voilà donc comment ça se passe avec le concept Salaka. Donc chers téléspectateurs, ne vous inquiétez surtout pas, courez rapidement dans les magasins 1001 tapis et achetez la qualité commerciale à petit prix. Alors à l'instant, place à la vente de ce matin. Nous avons commencé directement par bien entendu les tissus d'ameublement. Alors c'est très important, chacun devrait renouveler ses meubles à la maison. Les menuisiers qui sont à la recherche bien sûr des tissus d'ameublement, les tapissiers, c'est donc l'unique occasion d'avoir des tissus d'ameublement de très bonne qualité, d'origine neuve dans leur emballage. Vous les avez à partir de 1000 francs le mètre carré. Je dis bien, c'est des tissus pour des chaises, pour des salons, pour des bureaux. Vous les avez à partir de 1000 francs le mètre carré. Et plus vous achetez la quantité, plus on baisse encore le prix. C'est donc ça du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui vous offre donc cette tissu d'ameublement à partir de colo. Je dis bien 1000 francs le mètre d'un tissu du côté du magasin 1001 tapis. Des échantillons comme ce que vous pouvez voir derrière la charmante hôtesse, plusieurs échantillons. À côté bien sûr des tissus d'ameublement, on a bien entendu avec la personne de la réalisation des tapis de prière. Nous sommes bel et bien en période de carême, en période de ramadan autant pour moi. Les musulmans, les chrétiens, tout le monde est concerné par la prière. Chacun devrait avoir un tapis de prière à la maison. Voilà pourquoi le magasin 1001 tapis via le concept Salaka vous permet d'avoir des tapis de prière qui s'affichent à l'écran. Vous les avez à 2000 francs un tapis de prière neuf dans l'emballage. Des tapis de prière faciles à ranger, faciles à laver, faciles qui embellissent même vos moments de prière. Vous les avez à partir de 2000 francs, ces tapis de prière d'origine du côté du magasin 1001 tapis. On va donc quitter les tapis et les tissus pour parler bien sûr de cet appareil de cuisine. Ah ben oui, je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Nous sommes déjà à plusieurs semaines de la vente et le stock ne serait resté encore longtemps. Donc vous avez encore quelques pièces de robot mixeur. Je dis bien quelques pièces encore. Sont encore disponibles. Vous les avez à 12 500 francs. Un robot mixeur 2 balles. 9 dans le carton avec garantie. Jamais utilisé. Un bol pour les condiments secs. Un bol pour les condiments frais. Vous l'avez à 12 500 francs, quel qu'en soit où vous êtes. Nous nous chargerons d'acheminer votre robot mixeur à destination, que vous soyez à Garoua, à Ngaoundéré, à Maroua, quelle qu'en soit la ville. Appelez à nos numéros de téléphone qui s'affichent en bas de l'écran. 12 500 francs pour un robot mixeur 2 bols au magasin 1001 tapis. On va donc parler donc des laptops et je rappelle que c'est le dernier stock parce que la promotion de ces laptops de 75 000 s'achève ce samedi à 17h30 au magasin 1001 tapis. Un corps audio de marque Dell, HP ou Lenovo, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD Wi-Fi, bonne autonomie de batterie, vous l'avez à 75 000. Un laptop d'origine, un laptop de qualité. Tout est installé à l'intérieur, antivirus, tout est à l'intérieur, bonne connexion de Wi-Fi. Vous l'avez à 75 000 francs. Quelle qu'en soit la ville où vous êtes, vous nous appelez à nos numéros de téléphone. Nous allons expédier votre laptop bien emballé et vous le recevez directement chez vous, dans votre bureau, avec la facture, bien entendu, garantie et SAV assurée. À côté donc, avant donc de parler des woofers, on a bien entendu des ordinateurs, voilà, donc les woofers s'affichent à l'écran. Nous allons vendre donc les woofers avant de vendre des ordinateurs. 26 000 francs, un woofer de qualité, avec clé USB, avec la radio, de qualité supérieure, vous l'avez à 26 000 francs. Woofer neuf, avec carte mémoire incorporée, vous l'avez à 26 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, non loin de la boulangerie Saker Palais d'Ika, vers Douala-Bar, c'est au Cameroun bien entendu. C'est donc des woofers à 26 000 francs. Appelez, passez
vos commandes, quel qu'en soit l'article, quel qu'en soit le besoin, le concept Salaka vous permettra de l'avoir. À côté donc de ouf avec la réalisation, on a des ordinateurs complets, HP, de qualité supérieure. Ah ben oui, 35 000. Je rappelle que le concours est en train de tomber. Le CEP, c'est bientôt. Les examens sont en train de tomber, comme on dit au quartier. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un ordinateur, et je rappelle que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à son enfant, c'est un ordinateur complet. Et où l'acheter? C'est au magasin 1001 tapis. Un ordinateur complet HP, Pentium 4, 1.8 de processeur, une RAM d'1 giga, un disque dur de 40 lecteurs DVD, un écran plat, pas cathodique de 17 pouces, vous l'avez à 35 000. Même si vous êtes à Garoua, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, vous appelez à ce numéro de téléphone, on emballe bien votre ordinateur, on vous l'envoie directement avec nos partenaires qui font dans l'expédition. Vous avez à 35 000 francs ce magnifique ordinateur. On va poursuivre la vente, bien entendu, de ce matin avec des magnifiques cuiseurs de riz. Ah ben oui, je rappelle qu'il y a des messieurs qui n'aimaient pas manger du riz, mais grâce à ces cuiseurs de riz, ils adorent le riz en ce moment. Ils le mangent matin, midi et soir parce que ce cuiseur de riz donne un goût particulier, un goût nyanga, un goût stylé à votre riz. Vous l'avez à 18 000 francs d'une contenance de plus de 2 kg de riz. Pour la famille, pour les restaurants, pour les hôtels, chacun devrait l'avoir à la maison. Le modernisme commence par nous. Alors courez du côté du magasin 1001 tapis, cuiseur de riz électrique à 18 000 francs seulement, au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Je rappelle que c'est neuf dans le carton. À côté donc des cuiseurs de riz, on a des régulateurs de tension. Ah ben oui, c'est très important. Chacun devrait sécuriser ses appareils. La pluie a commencé. Et alors, il y a bien sûr les vents, il y a pas mal de problèmes climatiques. Alors, ça ne sert à rien d'acheter un congélateur. Ça ne sert à rien d'acheter un climatiseur, ne pas le sécuriser. Pour accuser le vendeur, non. Avec les régulateurs de tension numériques, je rappelle que c'est numérique, ce n'est pas analogique. Vous les avez à partir de 18 000 francs, un régulateur de tension numérique dans le carton. Donc je rappelle à tous nos téléspectateurs, vous aviez encore quelques jours seulement, notamment 4 jours, pour acheter un ordinateur à 35 000 francs, un laptop à 75 000, des tapis de prière à partir de 2 000 francs, des tissus d'ameublement à 1 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et je ne saurais partir Sam Sévérin sans m'adresser à tous mes amis de Kumba, de Tico de Moutengere, concept Salaka Degen Faunado. Donc, anybody really ami for that for Tico for Moutengere, just call just no, and pass your command. You get robot mixer, you get woofer, you get plenty kako, you get step congelator, you get plenty kako, because you don't fish all that kako for this emission. Will I just call you? You want your television, you want your laptop, any kind of calculator you want them, just come for 1001 tapis for that stuff for Douala. Merci beaucoup. And I go talk for all for your what they say, Mr. Sep, I go be for your one day tomorrow for come make livraison for all people for your one day. Thank you now, and I wait Aruna for that stuff for magazine 1001 tapis because for the now some big Salaka with ordinateur complet 35 000 francs, laptop 75 000, robot mixeur 12 500. Faire à repasser 7500 en plenty kakouron dans sa 1001 tapis. On aura compris. Donc, la promotion, la toute dernière, donc, pour les ordinateurs, les tissus d'ameublement également et bien d'autres choses de ce magasin 1001 tapis dont on connaît la situation géographique. Voilà. On va, avant de passer rapidement à notre deuxième invité promo qui va s'installer dans sous peu de temps, parler en 1 minute du Conseil supérieur de la magistrature qui s'était ce jour à Yaoundé. Avec vous, chacun peut en dire un mot, vu les attentes de cette rencontre, le Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le chef de l'État lui-même, qui ne s'était plus réuni depuis décembre 2014, Charles Amel Bachou. Est-ce que vous avez une attente spécifique sur les assises de ce jour au Palais de l'Unité? Traitement spécial du cas de l'avocat général Paul Ayabine, qui tranche d'abord net à ce niveau. C'est vrai que tout porte à croire que... Qu'est-ce que vous espérez pour Paul Ayabine, qu'il soit élargi? Qu'il soit élargi d'abord complètement, Sam Severango, compte tenu de la question des avocats de la partie anglophone. Et les deux avocats qui sont également au tribunal militaire. Voilà, c'est ça que je dis, il faudrait qu'on pense aussi traiter de ce cas et les mettre. Ça, c'est mes attentes, Sam Severango. On a longtemps débattu de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a abordé la question de la clémence. Il y a un ensemble de choses qui ont été débattues. Et des deux côtés, il y a des
qui a été lâché, même si sur le plan du terrain, on assiste encore à certaines incongruités. Je pense qu'à ce niveau, on pourrait procéder à des compromis, des deux côtés, des petits compromis. Mais Guy, est-ce qu'on ne peut pas réviser totalement le corps du judiciaire camerounais? Peut-être recomposer ce conseil de la magistrature lui-même, qui a plus d'amis proches du président, enfin amis entre guillemets, hein, parce que je ne veux pas m'avancer, c'est un sujet assez délicat, voilà. Mais essayer de faire en sorte que la justice au Cameroun puisse recouvrer sa véritable indépendance. Oui, mais je crois que ce sera très difficile. Ce sera très difficile vu les accointances qui relient justement le corps de la justice et l'État. Ce sera très difficile vu les enjeux. Parce qu'on sait que on sait le rôle de la justice dans un pays et à quel niveau ils peuvent être impliqués, ces grands magistrats-là, dans la couverture même de certaines personnes. Voilà, on reviendra donc demain lorsqu'on aura pris connaissance des conclusions de ces assises de Yaoundé très importantes. Voici venu le temps de la Sanza Night Club, pas de course. MTN Cameroun et Utopia présente MTN et tout type Lounge Party à la Saint-Denis Club de Douala ce mercredi 7 juin 2017 dès 22h. Hosted by Samuel Eto'o, Peter, P-Square, Okoye, Special Guest, X-Mania, Dynasty, Mr. Léo, Tenor, Blaze B, Stanley Eno à la Saint-Denis Club de Douala à partir de 22h. Reza 690 16 16 03 699 20 09 66. Saint-Denis Club, la longueur d'avance. Voilà, juste pour avoir confirmation de l'événement qui est annoncé depuis lundi dernier, avec vous, donc Bertrand Lee, bonjour. Bonjour Sam, à tout le panel, bonjour. Bonjour. Bien, l'élément que vous venez de suivre n'est plus une histoire à raconter, mais un élément à vivre vraisemblablement et en exclusivité ce soir, mesdames et messieurs. Nous sommes mercredi, je vous l'ai annoncé en début de semaine et déjà à la fin de la semaine dernière, vendredi, j'étais à vous le dire et lundi, voilà, je voulais communiquer avec cette bande qui passe en boucle, bien sûr, sur notre télévision partenaire. Alors, aujourd'hui, ce sera le vécu en réel, car hier, ils ont fait un gros tabac. Quand je dis un gros tabac, c'était à ne plus raconter, car les accès ont même d'ailleurs été bloqués à partir de l'instant où a fait accès à l'intérieur de la Sanza Night Club de Yaoundé, Samuel Eto'o, P-Square et toute la bande X-Malea et autres. C'était un carton véritablement plein. Alors, le remake, c'est ce soir, mesdames et messieurs, à la Sanza Night Club de Douala. Disposition, on y va rapidement. Disposition au plan sécuritaire, avez-vous prise pour ce jour à Douala? Oui, au plan sécurité, on a 4 fois, n'est-ce pas, doublé la sécurité, voilà, quadruplé si vous voulez ça comme ça, la sécurité permettant à la sécurité de l'intérieur, qui soit la police, et bien sûr l'armée de terre, qui soit les militaires, pour, n'est-ce pas, sécuriser toute la circonscription où se trouve la Sanza, de l'entrée à la sortie, pour permettre d'éviter, n'est-ce pas, les pillages dans les véhicules qui seront de très loin garés en dehors de nos voituriers. On aura donc, n'est-ce pas, cette sécurité vraisemblable qui puisse dissuader toutes ces personnes-là qui vont tenter de vouloir forcer pour certains lorsque nous prônons pour la sécurité des personnes et des biens. Alors, mesdames et messieurs, soyez tranquilles, la sécurité est assurée. Alors, ça commence à quelle heure? On conclut de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça commence à partir de 22h. À partir de 22h, ce sera fait. Mais je vous le rappelle, c'est sous réservation, on vous l'a dit, pour cette soirée de P-Square, de X-Malea et toute la clique camerounaise qui les accompagne. Samuel Eto'o avec, c'est ce soir à partir de 22h. Retenez-le, le point de presse de l'artiste qui jouera demain, Sami Diko, c'est cet après-midi à 14h au lunch de la Sanza. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le 1 des 1, le petit Africain. Saint-Denis Club Douala présente le 1 des 1. C'est Médico à la Saint-Denis Club de Douala ce jeudi 8 juin 2017 à 22h.
Sémédico en spectacle comeback. Soirée classe et prestige. Salut, je suis Sémédico, le seul un. Je vous donne rendez-vous jeudi 8 juin à la Sansa Night Club, Douala, boîte numéro 1 de l'Afrique. Venez nombreux, vous allez découvrir mon nouveau single Molema. Ça sera fort avec toute mon équipe. Sansa Night Club Douala, à quoi? Derrière le classique moderne, Reza, 690 16 16 03, 699 20 09 66. Sansa Night Club, c'est la vitesse. Voilà la Sansa qui fait donc un carton plein ce mercredi d'abord, P-Square, Samuel Eto'o, X Malaya et tous les autres. Et puis demain, jeudi, le 1 des 1 pour son nouveau single intitulé Moulema. Une seule et même adresse, la Sansa Club de Douala. À présent, voici la critique de fin d'émission. Vous avez la parole, Sam Séverin Ango. Voilà, merci. Au nom de la liberté de critiquer, on a dans le milieu du football quelque chose d'assez étrange qui est en train de se dérouler concernant l'équipe des moins de 23 ans, l'équipe olympique qui devait disputer, je crois, ce week-end, cette semaine, un match amical contre l'équipe de France, des espoirs également. Alors, le problème, c'est que l'ambassade de France au Cameroun a refusé les visas à tous les joueurs camerounais locaux qui avaient été convoqués dans ce cadre-là, y compris leur entraîneur Emmanuel Mabouan-Kessat, qui est toujours bloqué à Yaoundé, entraîneur adjoint, sachant que le titulaire Richard Toa est indisponible. Alors, il y a deux choses dans cet incident. Un incident diplomatique d'abord, parce que de la part de ces Français qui viennent tout le temps au Cameroun piller et profiter de nos richesses sans avoir à prendre des visas nulle part, on est quand même un peu fatigué avec cette régularité en matière de rétention des demandes de visa, y compris pour des footballeurs, des sportifs et des artistes même. Et deuxième chose, c'est quand même que ce match a été organisé dans des conditions aussi alambiquées, disons-le, parce que l'équipe est rentrée d'Azerbaïdjan avec un très mauvais résultat. On est surpris que quelques temps après, elle soit appelée à aller jouer en France. Dans quelles conditions? Sans son entraîneur principal. Aujourd'hui, le match risque de se jouer sans les entraîneurs. Et c'est quelque chose d'assez ahurissant, puisqu'il y a quand même une liste de joueurs venant de tous les pays d'Europe qui ont quand même dû être convoqués dans cette équipe nationale Espoir du Cameroun. Avant que ce n'est que chez nous, après le Bruxelles Gate, voilà une autre affaire qui mérite une attention particulière dans le landerneau du football camerounais, où il y a chaque jour un épisode assez alarmant qui vient agiter l'opinion. Merci, c'était le Zénith de ce jour. Restez sur Equinox Télévision.